Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence et retour d'expérience qui se présente aujourd'hui dans un format hybride puisqu'on a une partie des personnes qui sont avec nous ici à Lyon pour participer à ce retour d'expérience de la société Olot et vous qui êtes à distance et qui avez fait le choix de rejoindre cette conférence pour participer à ce témoignage de la société Olot sur la mise en place d'un processus SNOP. Et donc, on va passer aujourd'hui un peu de temps ensemble sur la base d'un agenda qu'on va vous présenter. Donc, il y a 3 temps forts dans cet agenda. Donc, il y a une première partie qui est des conseils et des pratiques que l'on utilise avec le cabinet Sitwell et nos équipes côté QAD Dynasys pour mettre en place un processus SNOP dans les entreprises chez lesquelles on intervient. Donc ça, c'est des éléments importants à avoir en tête avant de lancer un projet SNOP. Et donc, on va parler de cette partie-là. Ensuite, on aura le retour d'expérience d'un projet qu'on a mené de manière conjointe chez la société Olot avec Sitwell et les équipes Dynasys. Et enfin, on aura en fin de présentation un temps dédié aux questions-réponses. D'ailleurs, je vous invite tout au long de cette présentation à intervenir sur le chat pour pouvoir poser vos questions et on y répondra en fin de présentation. Voilà pour l'agenda. Ensuite, je vous propose donc d'introduire les différents intervenants de cette conférence. Donc, Patrice Métairie qui travaille donc chez Olot Group et qui est directeur industriel et qui a rejoint la société Olot depuis 27 ans déjà, qui occupe ses fonctions depuis plus de 12 ans à ce poste de directeur industriel chez Olot Group et qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin pour nous parler de son retour d'expérience et également de ses conseils quant à la mise en place d'un processus SNOP. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ensuite, j'ai Nicolas Henry, qui est directeur associé chez Sitwell et qui nous a accompagnés. Et quand je dis nous a accompagnés, on a travaillé de manière conjointe sur ce projet avec les équipes QAD, Dynasys et Sitwell. Il va présenter des éléments clés sur la mise en place d'un processus SNOP et rappeler quelles sont les bonnes pratiques. Et enfin, Patrick Dolé, qui travaille chez QAD Dynasys depuis plus de 15 ans, qui s'occupe des alliances et des partenaires, qui fera également un retour d'expérience sur les bonnes pratiques concernant les solutions SNOP proposées par Dynasys et leur mise en œuvre. Voilà pour les intervenants. Et donc maintenant, je laisse la place à Nicolas qui va commencer cette présentation et qui sera suivi de Patrick dans la foulée pour présenter l'approche gagnante par rapport à la mise en place d'un processus SNOP. Merci Frédéric. Donc j'ai la lourde tâche effectivement de réintroduire finalement ce qu'est ce fameux sigle du SNOP. Donc ça nous paraissait nécessaire, voire indispensable, même si je pense que bon nombre d'entre vous ont déjà entendu parler de cette bête. Et donc pour rappeler la signification de ce sigle, SNOP, c'est pour Sales and Operations Planning. Pour faire très court, c'est un processus, le mot est important, c'est un processus, c'est un ensemble d'activités avec différentes fonctions qui a pour vocation d'aligner les ventes avec les opérations autour d'un plan. Paraphrasant l'acronyme. Si on veut jouer plus sur les mots, ce processus, en fait, il peut avoir différentes casquettes et différentes ambitions. On peut le voir comme étant un moyen important de médiation au sein des différentes fonctions de l'entreprise, c'est important, que ce soit les ventes, les opérations bien sûr, industrielles et logistiques, mais également d'autres fonctions comme la finance, le marketing, voire les ressources humaines. C'est vraiment un bloc fédérateur qui permet d'aligner différentes fonctions autour de même objectif. Évidemment, on cherche à optimiser cette fameuse adéquation entre la demande de clients et des ressources à disposition, que ce soit des ressources humaines, matérielles ou des ressources machines. Et enfin, la finalité, on verra, c'est bien sûr de proposer un plan. Il y a un plan unique, parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait plusieurs, il faut que tout le monde soit accordé sur un même plan, même si en vrai, l'idée n'est pas de trouver le plan idéal, mais de trouver un plan sur lequel tout le monde s'aligne, et qui soit le plus réaliste possible.
on aura l'occasion d'y retourner. Alors, ce processus, il s'inscrit dans différentes couches de planification plus long terme. L'horizon le plus lointain, ce qu'on appelle le plan stratégique. On est sur plusieurs années, sur des investissements, sur des projections du business que l'on court. Il fait le lien justement entre cet horizon stratégique et un horizon plus opérationnel, où là, on va être sur la demande réelle, sur des commandes, sur comment on fait maintenant pour fabriquer des produits, pour les livrer et rendre ces produits et services aux clients. Et enfin, il y a la toute dernière couche, qui est vraiment le suivi opérationnel au quotidien de l'exécution de ces différentes demandes. Donc, finalement, en synthèse, la finalité de ce processus et c'est de décider, et le mot est important, on se met d'accord, on se décide sur un plan qui soit partagé au sein de l'ensemble de l'entreprise pour répondre à un scénario de demande. Alors, encore une fois, le mot est important, on parle de scénario de demande, on ne sait pas si le scénario sera celui qui se réalisera, sans doute pas, puisqu'on est sur des hypothèses, sur des projections, des prévisions. En tout cas, il y a un scénario qui donne lieu à un certain nombre de décisions et d'orientations. Et donc, c'est pour répondre à ce scénario qu'on mettra en place des ressources, qu'elles soient industrielles ou logistiques. Alors, avant de voir dans le détail justement son positionnement au sein de ces différentes couches de planification, un avant-propos, mais j'emprunterai quelques mots de notre cher Eisenhower, qui a dit finalement que les plans ne servent à rien, mais les mettre en place, les élaborer, c'est vraiment essentiel. Alors, ce qui s'agit de ça, c'est que finalement, le produit fini, ce qu'on obtient en termes de plan, on dit qu'il est inutile parce que ça permet qu'il ne va pas se réaliser. Il y a une très peu de chances que le plan finalement qu'on a décidé sur 6, 12, 18 mois soit vraiment réaliste et c'est celui-là qui va se passer. À moins d'un concours de circonstances assez exceptionnel. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de se réunir, se mettre d'accord, réfléchir à que se passe-t-il si il y a tel ou tel événement, si la demande est à la hausse, à la baisse, si tel marché se développe ou pas, si d'un point de vue industriel, j'ai un pépin, que se passe-t-il? C'est réfléchir en fait à tous ces événements, à tous ces aléas potentiels qui ont conduit justement à mettre au point un plan. C'est cette réflexion commune et partagée qui est vraiment essentielle et qui apporte de la valeur à l'entreprise. Ce n'est pas tant le produit fini, le plan, mais c'est la manière de l'élaborer, de le construire qui est vraiment nécessaire. Nous, on incite, on conduit l'ensemble de nos clients et l'ensemble des entreprises à réfléchir à comment établir ce plan, même si au final, on sait très bien que le plan ne sera jamais réalisé, mais c'est vraiment la mise au point de celui-ci qui apporte de la valeur à l'entreprise et à ses clients. Alors, pour revenir de manière un peu plus concrète justement sur cette hiérarchie de planification, donc on l'a vu auparavant, il y a un certain nombre de strates qui existent pour anticiper et planifier à du moins long terme. Et donc que ce soit du plan stratégique jusqu'à l'exécution, en fait ce qui est intéressant, c'est de se dire finalement le séquencement est à peu près toujours le même. Si on commence par prendre en compte quelle est la demande, donc la demande des clients, des marchés, la demande d'un réseau de distribution, donc c'est la matière première, c'est qu'est-ce que je dois vendre. Ensuite, le décliner au travers du réseau de distribution. Donc ça veut dire qu'on a une demande qui est celle de ce qui va être vendu. Après, j'ai un maillage logistique qui permet de livrer ces produits et ces services de par le monde, avec des stocks, bien sûr, qui existent. Donc il faut les prendre en compte également pour ensuite en déduire finalement quel est le besoin en fabrication, en production nette de cette demande et de ces stocks. Ça, c'est la demande réelle de ce que je dois devoir produire dans mes différentes usines. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'il faut ensuite continuer à remonter vers les fournisseurs avec l'approvisionnement et donc le pilotage du plan d'achat à tous les horizons. C'est bien beau de dire, tiens, je vais vouloir produire ça, mais si j'ai pas les matières, je vais pas pouvoir le réaliser. Donc finalement, ce séquencement en 4 étapes, il est assez robuste. On peut le retrouver à chacune des étapes. Alors évidemment, celle qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, c'est la couche tactique avec ce fameux SNOP. Donc on a bien ce séquencement entre des prévisions de demande, donc on est bien sur des prévisions de vente à ce stade-là, qui sont ensuite traduits en termes de plan de distribution, avec des demandes nettes de stock, pour ensuite avoir le nerf de la guerre qui est connu de beaucoup, c'est maintenant que j'ai une demande commerciale, comment je fais pour la produire, c'est le plan de production, sans oublier bien sûr de remonter cette demande auprès des fournisseurs avec le plan d'appro. Donc ce séquencement-là, on le retrouve aussi bien sûr sur
les mailles opérationnelles et l'exécution. Ce sera peut-être l'objet d'autres échanges. En tout cas, on va se focaliser aujourd'hui sur cette maille tactique qu'est le SNOP. Alors, même s'il n'existe pas de processus type ou de caractéristiques universelles du processus, il y a quand même quelques grandes lignes qu'on peut partager ensemble ce matin. La première concerne les données d'entrée, donc ce qui alimente ce processus. On en a parlé, il y a déjà les prévisions de vente qui sont importantes, donc que ce soit la vente au client ou dans le jargon la demande nette de stock, c'est-à-dire que si j'ai déjà en fait beaucoup de produits disponibles en Allemagne pour alimenter ce marché, j'ai pas forcément besoin d'alimenter nécessairement l'ensemble des ventes. On peut tenir compte aussi d'une fluctuation du stock. Soit on dit ben non, je veux le mettre au même niveau, auquel cas ben, la demande réelle c'est effectivement ce que je vais fabriquer. Ou à l'inverse, si on veut l'augmenter, je vais produire plus. Si on veut réduire ce stock, on va produire un peu moins. Donc c'est un premier élément important. On vient d'en parler, il y a les stocks qui sont aussi importants parce que c'est ce dont on dispose à l'instant T. Donc les ventes se font sur des produits disponibles. Après, encore une fois, c'est dépend des modèles. On peut avoir des modèles de production servis sur stock et d'autres qu'on fabriquera à la commande. Mais dans ce cas-là, on ne parle pas des stocks produits finis en filiale, mais on va plutôt parler des stocks à disposition au niveau des différents sites de production, les composants et les matières premières. Troisième donnée importante, ce sont les capacités, puisque on verra, il y a une notion d'équilibrage entre une demande commerciale et ce qu'on est capable de fournir d'un point de vue industriel. Donc connaître quelle est ma réelle capacité, ce qu'on appelle la capacité démontrée, est également essentiel pour faire fonctionner ce processus. Et deux autres points qui peuvent être intéressants, mais plus en termes de repères et de guides. On a la notion de budget que beaucoup connaissent et certains ont sans doute parfois à outrance l'œil rivé dessus. Donc on est bien sûr un processus qui est ce qu'on appelle sur un horizon glissant, c'est-à-dire qu'on va certes réfléchir à un horizon d'un an, mais tous les mois on va avancer d'un mois. A contrario, c'est vrai que le budget il est sur une année fiscale qui est figée, donc on a du mal parfois à franchir le dernier jour de l'horizon fiscal pour se projeter sur finalement quel est le besoin pour la suite. Même si d'un point de vue opérationnel, on a besoin de savoir, bien sûr, après le 31 décembre, le 30 juin, ce qui va se passer. Et ça, on peut avoir quelques difficultés pour l'avoir. Donc ce budget ne peut pas être une donnée d'entrée unique, c'est juste un repère pour savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à celui-là. Et enfin, bien sûr, on a toute une batterie d'indicateurs qui sont intéressants pour juger aussi de la qualité de l'information qu'on traite. Et si on a des prévisions qui sont bonnes à 50%, on prendra évidemment des décisions différentes que si elles sont bonnes à 99%. Donc il y a aussi cette part d'ajustement et d'hypothèses et de fiabilité de ces hypothèses qui sont importantes dans la prise en compte du plan à retenir. Ce qu'on souhaite obtenir de ce processus, c'est différentes choses. Donc bien sûr, on vient d'en parler, on veut un plan. On veut un plan, il a différents niveaux. On veut un plan de demande déjà. Donc le plan de demande, c'est ce qu'on s'engage à pouvoir fournir à ses clients. Donc c'est pas forcément celui qui serait demandé par les marchés, mais c'est celui qu'on sera capable de fournir, qu'on veut le plus agrégé possible, c'est-à-dire qu'on va pas s'engager à la référence, à la couleur près. On va être plutôt sur des gammes de produits. Ben voilà, en termes de capacité, mon usine elle est capable d'alimenter un certain nombre de produits. Ben, sur l'ensemble de ma capacité de production, je vais être capable d'alimenter le marché de telle et telle quantité. Et en face de ça, on a un autre plan qui est le plan capacitaire, c'est l'engagement industriel. C'est si effectivement tu me proposes cette demande-là, moi je m'engage à pouvoir y répondre, et voilà comment je compte procéder. Donc ça c'est les deux plans, les deux facettes du plan, que ce soit l'aspect demande commerciale et l'aspect plus industriel et logistique, que ce soit en termes de ressources de production ou en ressources matières. Et après on a bien sûr d'autres décisions qui peuvent être prises. Donc là j'ai juste mis deux exemples, mais il peut y en avoir plein d'autres. Sur encore une fois la tactique de stock, c'est ce qu'on veut augmenter, réduire. Et Dieu sait si parfois en fin d'exercice fiscal on va tâcher de réduire le stock. À d'autres moments on va vouloir plutôt faire de la couverture, notamment en prévision des fermetures, je pense notamment au congé d'été, ou on peut aussi avoir des anticipations d'approvisionnement pour anticiper des hausses du prix des matières premières. Dieu sait si c'est un sujet d'actualité en ce moment. Et après on peut avoir d'autres décisions, typiquement le lissage mensuel de ces plans, afin d'alimenter les couches inférieures du schéma de planification, comme le plan directeur de production. Pour finir, si on devait donner la carte d'identité de ce processus,
Encore une fois, hein, ce n'est qu'une donnée indicative puisque tous les cas peuvent être particuliers. On cherchera à avoir un horizon globalement entre de 3 à 18 mois. Alors, on parle de 3, ça veut dire que les 3 premiers mois, on ne va pas forcément s'y intéresser parce que souvent, en fait, les dés sont déjà jetés. C'est un horizon qui est déjà couvert par la planification opérationnelle, par le plan directeur de production. Donc, on ne va pas trop s'inquiéter de cet horizon-là. On va plutôt être intéressé par les tendances, justement, que ce soit les tendances de vente ou les tendances également de capacité de production. Donc, c'est pour ça qu'on conseille nous de démarrer à 3 mois et pas faire plus court pour aller jusqu'à 18 mois, voire au-delà dans certains cas, ou plus court si vraiment c'est un horizon qui est trop lointain. Je pense notamment, il y a des secteurs qui travaillent dans l'ultra frais où finalement travailler à 6 ou 12 mois, c'est déjà largement suffisant. Travailler 18 mois, c'est beaucoup trop long. Et à l'inverse, si on prend l'industrie aéronautique, on va plutôt travailler sur des plans à 5 ans, puisqu'en fait, on a un cadet de commande tel que c'est plus des prévisions, c'est des engagements fermes. Donc, on va plutôt prendre des options sur un horizon très long. Une autre caractéristique importante, c'est la fréquence à laquelle on va vouloir réviser ces différentes informations. De manière habituelle, on est plutôt sur un rythme mensuel, mais encore une fois, il peut y avoir différentes variantes qui peuvent être imaginées. Et concernant les mailles de travail, c'est pareil, on le fait sur mesure en fonction des besoins et des contextes. On est souvent à des mailles mensuelles, à la famille de produits, avec des technologies de production. Donc on n'est pas forcément à la machine en tant que telle, on est sur un groupe de machines qui reste cohérent, qui permet d'avoir un engagement capacitaire qui soit cohérent avec les familles de produits qui auront été définies. Voilà donc dans les grandes lignes, quelles sont les caractéristiques de ce processus. Encore une fois, ce n'est qu'une ébauche qui bien sûr est à personnaliser et à adapter en fonction des différents contextes. En tout cas, ça vous donne quelques lignes directrices sur ce qui est brassé et concerné par ce processus. Alors, il y a un terme, et c'était important pour nous d'en parler. On parle depuis quelques années maintenant d'IBP également, pour Integrated Business Planning, avec toujours la question de c'est quoi la différence entre la CNOP et l'IBP. C'est une très bonne question, à laquelle je vais tâcher de répondre, ou pas complètement d'ailleurs. Pour faire un peu d'histoire, si vous prenez les premiers concepts, les premières définitions, et les premières conceptions de ce processus CNOP il y a une trentaine d'années maintenant, il y avait déjà cette ambition d'avoir une réunification de l'ensemble des décisions à un niveau d'entreprise, que ce soit au niveau commercial, au niveau opération et également au niveau financier, RH et autres. Il y avait déjà cette ambition de brasser assez large au niveau de ces processus. Force est de constater que c'est pas forcément simple de mettre en place. Ceux qui sont déjà frottés savent que c'est loin d'être gagné, c'est relativement complexe. Je pense que Patrice pourra aussi en parler tout à l'heure. Et donc, c'est un sujet qui a été pris en général en main par les opérations, par la supply chain, par l'industrie, parce que d'une part, il y avait un vrai besoin de cette fonction-là, donc eux, ils l'ont pris à bras-le-corps, et ils ont essayé de le mettre en place. Forcément, on essaie de le mettre en place, on inclut son périmètre, donc les opérations sont vite été incluses dans ce processus, et comme elle avait besoin d'être alimentée, on a tapé sur l'épaule de la vente en disant, mais on a besoin d'infos. Donc les premiers processus SNOP qui ont été mis en place étaient principalement, d'ailleurs le terme SNOP relate bien ça, c'est les ventes, les sales avec les opérations pour établir ce fameux plan. Même si finalement à l'origine il y avait une ambition plus forte, mais le côté pragmatique a fait qu'on s'est réduit en fait dans les premières mises en place. Donc ce qu'on appelait le SNOP standard finalement, c'est la réconciliation entre des ventes et des opérations. Lorsqu'on a une maturité plus forte dans le processus, une maturité plus forte également dans l'organisation, on peut aller un peu plus loin que ce simple binôme et donc aller sur des notions plus financières avec des dimensionnements économiques des différents scénarios qui auront été choisis en termes de priorité commerciale, en termes de choix industriels. Et donc c'est là où on commence déjà à mettre le doigt un peu plus sur ce que recouvre par nature l'IBP. Donc il n'y a pas de frontière stricte entre les deux. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement l'IBP, ça a été, je ne veux pas dire que c'est une astuce, en tout cas c'est un moyen de redonner de l'élan à une dynamique qui était sans trop centrée sur le commerce et les opérations. C'est le moyen de redynamiser justement cette collaboration-là pour avoir un processus plus large, plus vaste, qui adresse vraiment l'ensemble des composantes de l'entreprise, en incluant la finance, la ressource humaine, le marketing, le développement, donc l'ensemble des fonctions autour de plans au pluriel,
commun, donc cette fois-ci qui dépasse le simple plan commercial et le simple plan de production, qui va également sur les plans de développement produit par exemple. Donc c'est ce que recouvre l'IBP, qui n'est autre qu'un Synopi 2.0 un peu évolué, mais qui dans la nature garde le même principe de fonctionnement. Alors pour vous donner un exemple concret de processus tel qu'il se déroule, donc on le voit sur la gauche, donc il y a un certain nombre d'activités qui s'enchaînent. La partie bleu foncé, c'est l'aspect commercial, avec une cascade en fait de décisions remontantes qui sont prises entre les tendances locales, vraiment que ce soit à la maille d'un département, d'un pays, d'une région, de savoir en fait quelles sont les demandes commerciales en tant que telles. Et ensuite, on peut avoir un certain nombre de strates de validation à des mailles plus agrégées, à des mailles continentales par exemple, pour valider un plan de production à ce niveau-là, pour ensuite aboutir au niveau central à quelque chose qui ressemblera au plan de demande sans contrainte voulu par l'entreprise. Et donc c'est là où on retrouve une première instance qui s'appelle fréquemment la Demand Review. C'est là où on se met d'accord sur voilà en fait quel est le plan de demande au niveau de l'entreprise pour définir nos différents besoins. Et c'est le fruit de sous-processus qui permettent de capter l'information là où elle se situe, c'est-à-dire sur le terrain, dans les marchés, près des clients, pour ensuite avoir une vision agrégée de la demande générale. Et c'est ce plan de demande contrainte qui est ensuite transmis à l'univers de la supply chain et des opérations, qui le prend bien sûr pour argent comptant et va commencer à identifier ce qui est facilement réalisable, ce qui sera faisable moyennant ajustement et ce qui va être compliqué à fournir. Donc là, c'est pareil, il y a des activités, des sous-processus qui s'opèrent à ce niveau-là pour pouvoir dénouer quels sont les différents scénarios de production qui permettent de répondre à ce plan de demande. Et donc l'idée, c'est d'avoir une première idée de la projection de ce plan des opérations qui sera ensuite soumis lors d'une réconciliation avec l'univers des opérations. Et c'est une instance importante qu'on appelle le consensus review. C'est le fameux consensus entre les ventes et les opérations qui se déroulent en général à des mailles assez opérationnelles. Ce sont les équipes opérationnelles qui se mettent autour de la table pour partager les contraintes des uns et des autres, quels sont les scénarios qu'on souhaite adopter et trouver des solutions communes. Et c'est finalement s'engager sur, voilà, nous on est d'accord pour réduire la demande ou l'augmenter et mettre en place les capacités et les ressources de production en conséquence. Et c'est ce scénario, on se tape dans la main quelque part, il y a un commun accord entre les deux fonctions commerciales et opérations, est ensuite validé autour de ce qu'on appelle l'executive SNOP meeting. En gros, là, on prend les grands chefs à plumes, on leur présente les plans, on leur soumet quelques décisions, et suite à ça, on est capable ensuite d'ancrer les décisions qui sont prises et les rendre vivantes et ensuite les diffuser, que ce soit au niveau commercial dans les filiales ou au niveau industriel dans les différents sites de production. Et ceci se répète tous les mois avec l'idée d'avancer dans le regard dans le temps. Donc, tous les mois, on va avancer d'un mois la vision et la projection de demande et les plans de production. Donc évidemment, parfois, on prendra des options en disant s'il se passe ça, voilà en fait comment on va réagir. Et le temps avançant, on va pouvoir affirmer certaines options, ou au contraire les modifier. Donc ça, c'est un exemple. Bien sûr, chacun doit l'adapter, l'ajuster en fonction de son contexte, à la fois commercial et également d'un point de vue organisationnel. Et pour clôturer cette partie, je vais vous parler des étapes clés de la mise en place ou de la remise en œuvre, parce que parfois on a un premier processus qui porte pas complètement satisfaction, donc on veut l'améliorer. Donc on peut passer par ces mêmes étapes, qui sont au nombre de 8, que je vais vous détailler. Donc la première, c'est important, il faut se mettre d'accord sur où est-ce qu'on veut aller. On veut ce qu'on appelle cadrer les ambitions, c'est finalement où est-ce qu'on en est aujourd'hui, où veut-on aller demain, à quel enjeu on veut pouvoir répondre, quels sont les risques qu'on va souhaiter vouloir mettre sous contrôle pour y arriver. Donc ça, c'est un premier cadrage au niveau de direction générale qui est important à faire pour ensuite se dire ok, on y va et voilà l'ampleur du changement qu'on va vouloir opérer. Ensuite, forcément, c'est un processus avec des hommes, avec un grand H, autour de la table. Donc c'est important aussi de les impliquer. Donc il parle des étapes de formation, de sensibilisation. En tout cas, on va vouloir souder cette équipe pour à la fois réussir sur le long terme ce processus, mais également réussir la première étape qui est sa construction. Et donc la construction, on l'a vu, c'est purement et simplement en fait la définition des différents du paramétrage de ce processus,
termes d'horizon de travail, en termes de niveau de détail, en termes de séquencement et d'activité, des fonctions à impliquer. C'est définir globalement quels sont sur le papier, comment on veut que ça fonctionne dans le futur. Donc ça, c'est une étape importante et je vous engage vraiment à consacrer du temps à cette phase de conception, parce que ça va vraiment être la base de réflexion et les grands principes sur lesquels on va toujours se référer. C'est même 6 mois, 1 an, 2 ans après, lorsqu'on va vouloir mettre un outil derrière, c'est cette base-là qui servira de fondation. Donc il faut vraiment le construire et le partager, le valider sur un périmètre assez large, parce que c'est autour de ces définitions-là, de ce périmètre-là, que toute la suite sera ensuite bâtie sur les tâches supérieures. Donc une fois qu'on a défini le processus cible, ce qu'on recommande nous, c'est de le tester, de s'assurer que en mode pilote, ça fonctionne bien, qu'on n'a pas eu de loupé, et c'est là on peut faire des itérations aussi, des ajustements sur ce qu'on a prévu sur le papier, afin de s'assurer que c'est vraiment valide et réaliste dans le contexte de l'entreprise. Et ensuite, une fois qu'on s'est fait la main, on peut fonctionner en mode pilote, et ça peut durer un certain temps, et en parallèle, déjà réfléchir, finalement, on s'est mis d'accord sur ce processus, on a commencé à mettre des outils maison pour le tester, voir si ça fonctionne ou pas. Il nous faut maintenant quelque chose de plus robuste pour le soutenir. Et c'est là où rentrent en compte les outils du marché qui permettent de supporter ces processus-là de manière complexe. Et donc, il faut construire un cahier des charges avec les différents besoins associés à ces outils. Alors, il y a un petit mot entre parenthèses qui a son importance. Le cahier des charges, il doit couvrir les vraies spécificités de l'entreprise. Donc, c'est pas tout de dire, moi, ce que je veux, c'est un truc qui puisse calculer des stocks, faire de la planification mensuelle. Ils le font tous. Par contre, il faut détecter quelles sont les vraies particularités que je veux voir couvrir. Et c'est là où ça va être discriminant et important dans le choix d'une solution, de se dire, mais moi, mon vrai besoin, il est là, ma vraie particularité en tant qu'entreprise, elle est ici. Et c'est ça qui va déterminer en fait quelle est la meilleure solution, quel est le meilleur outil à mettre en place pour supporter mon processus. Donc ensuite, de manière assez simple, on a des projets de mise en œuvre informatique, notamment Patrick ici pourra déflorer brièvement avec la solution que dit d'Inasis. Une partie importante, c'est l'accompagnement au changement. Encore une fois, on est sur des hommes et des femmes qui vont supporter ce processus. Et tout au long du projet, on l'a mis à la fin, mais bien sûr, ça démarre dès le début. Il faut avoir une attention particulière sur bien expliquer le sens du projet, pourquoi est-ce qu'on le met en place, et s'assurer qu'il y ait une adhésion au fil de l'eau, afin qu'on ne perde personne et qu'on ait bien le résultat escompté à la fin. Et enfin, dernière étape, et pas des moindres, et Dieu sait si on l'oublie régulièrement, un projet, ça se clôture. Il faut vous dire, là, on a fini la phase projet, on passe maintenant en mode routine. Et pour pouvoir passer en mode routine, il y a différents points importants. Il faut s'assurer que, bien sûr, tout fonctionne, que tout le monde a bien compris ce qu'on attendait de lui, ce qu'on appelle soit l'hypercare ou le back to business, s'assurer que le travail au quotidien puisse à nouveau être opéré dans de bonnes conditions et qu'on a des résultats, pas forcément ceux qu'on avait imaginés, mais en tout cas, on a des résultats et qu'il faut bien sûr consolider et faire progresser. Et il est important de célébrer la fin du projet, parce que c'est un projet qui peut durer plusieurs mois, qui engage beaucoup de monde, qui fait dépenser beaucoup d'énergie. Donc c'est important aussi de reconnaître le travail qui a été fourni et de remercier aussi toutes les personnes qui ont pu y contribuer. Alors juste un zoom pour conclure sur la conduite du changement. On peut l'imaginer à plusieurs niveaux. Je pense que le niveau le plus couramment pratiqué, c'est celui-ci, c'est l'analyse d'impact. On va juste regarder sur le papier, tiens, par rapport à ce qu'on imagine être la cible, voilà en fait les écarts par rapport à ce qu'on connaît de l'existant. Donc on imagine par fonction quelle est la marche à franchir, ce qui donne déjà une première indication du plan d'action pour justement franchir cette marche. On peut aller un peu plus loin dans cette mesure du changement avec un baromètre, c'est un questionnaire qu'on enverra à des dates régulières, tous les mois, tous les 3 mois, pour justement s'assurer d'une adhésion de plus en plus forte au projet. Et si on voit que l'adhésion fait défaut pour certaines fonctions, on va mettre en place des actions particulières pour ces fonctions-là, pour s'assurer qu'elles rentrent bien dans le projet et qu'on puisse obtenir les résultats. Ensuite, si on met le curseur encore un peu plus loin, on va parler non plus d'adhésion, mais d'appropriation. C'est moi, d'un point de vue individuel, certes, j'ai compris ce qu'on attendait de moi, et est-ce que je me suis bien projeté de mon métier de demain? Est-ce que je l'ai bien compris? Est-ce que j'en ai pris la mesure? Ça, c'est un troisième niveau. Et enfin, quand on touche la perception, on est vraiment sur des entretiens individuels, souvent avec des personnes particulières, des sociologues ou des personnes comme ça qui ont cette fibre humaine, qui sont capables de détecter finalement au niveau de l'individu où est-ce qu'il en est dans sa démarche de changement. Donc là, en fait, on a 2 catégories d'outils pour conduire le changement. On a des outils plutôt collectifs,
même si on interroge les individus, on va avoir des actions qui sont plutôt à visée collective, et d'autres actions qui sont plus individuelles, où c'est un tel et un tel, pour son appropriation propre, qui donnera lieu à des actions particulières, soit au niveau de son management, soit du coaching, soit d'une communication ciblée pour ceux ou ces personnes. Donc là, on a un curseur qui évolue. Voilà, typiquement, sur l'approche individuelle, ce qu'on appelle l'ADKAR, l'un des outils qu'on peut utiliser pour ce niveau de détail-là. Donc, l'ADKAR, c'est pour Awareness, Desire, Knowledge, Ability et Reinforcement. C'est mesuré en fait sur ces 5 axes, quel est le niveau d'appropriation du changement de chaque individu. Et en fonction des niveaux atteints, on va être capable d'identifier quelles sont les actions à proposer, justement, pour pouvoir faire monter les curseurs sur ces 5 lettres, pour être sûr que chacun ait bien compris ce qu'on attendait de lui, et puisse être moteur aussi de la transformation qui est en cours. Pour conclure, après je laisserai la parole à Patrick. Donc nous, Citoel, en tant que cabinet conseil, spécialisé en opération et supply chain, notre proposition de valeur pour rendre ces processus SNOP plus performants, ils sont à 5 degrés différents. On peut contribuer au diagnostic, donc pour comprendre où est-ce qu'on est aujourd'hui, où on est l'entreprise. On a un certain nombre de grilles de maturité qui permettent de mesurer où on se situe aujourd'hui et surtout où on souhaite positionner l'entreprise dans le futur. Bien sûr, on aide, on l'a vu, nos clients dans la construction des processus cibles, que ce soit en termes d'activité, de fonctions, d'indicateurs et de paramétrage du processus. On travaille sur l'appropriation, ça c'est la première brique de la conduite du changement, pour s'assurer que tout le monde a bien compris ce qu'on attendait de lui dans le cadre du projet et qu'on puisse avoir le même niveau de connaissance de ce qui est attendu des uns et des autres en termes de processus SNOP. On aide à la mise en place des projets, donc dans la conception des maquettes, dans les tests pilotes, dans l'accompagnement aussi opérationnel des premiers cycles SNOP pour encadrer ce sujet-là, il est hors sujet, il faut le traiter par ailleurs, celui-là il est important, il faut qu'on y passe plus de temps. Et enfin, dernier axe sur l'outillage et l'automatisation du processus avec la rédaction de cahier des charges, les 2 choix de solutions et également l'accompagnement à la mise en œuvre de celle-ci. Et du coup, pour la transition, je passe le petit outil à Patrick qui va nous parler justement de la traduction du processus dans un outil dédié à ce type de solution comme que Dedimesis. Merci Nicolas. Alors pour commencer mon intervention, je me suis dit qu'il était important de se poser la question, mais pourquoi un outil pour supporter le processus SNOP IBP? Alors pourquoi cette question? Tout simplement parce que ce qu'on voit par rapport à tous les processus SNOP, quand on a la chance d'en voir, qui existent, eh bien ils sont la plupart du temps supportés par Excel. D'accord. Et alors parfois pour des bonnes raisons. C'était le cas quand on a commencé le projet avec Olot. C'était un pilote, comme l'a expliqué Nicolas. Donc un pilote, ça peut faire sens de commencer par un tableau Excel. Le problème, c'est que quand le pilote dure un peu trop longtemps, parce que là, forcément, au fur et à mesure des différents cycles, on va vouloir ajouter des choses, etc. Et très rapidement, le fichier Excel va devenir incontrôlable. Et là, ça devient un réel souci. Alors pourquoi un outil pour supporter le processus SNOP? Il y en a 1000 des raisons. Donc je ne vais pas les dire tous. Patrice en citera sûrement d'autres. Pour ma part, j'ai choisi d'en donner 6. L'une principale, c'est parce qu'en fait, l'outil, c'est forcément la colonne vertébrale du processus et de toute l'organisation qui va tourner autour. Et ça, c'est vraiment important. Et la première chose, eh bien, Nicolas a cité le mot au moins 10 fois dans son intervention, c'est la collaboration. Collaborer, c'est forcément, à un moment donné, aussi être capable de parler le même langage, la même langue, de partager la même vision du plan. Et à partir de là, on rencontre des situations où c'est plutôt bien, les familles commerciales sont égales aux familles industrielles. Donc là, à peu près, j'ai l'habitude de dire que dans ce cas-là, on a juste si dans la vie, on ne choisit pas sa famille, dans l'entreprise, on peut choisir ses familles avec ses amis. D'accord ? Et là, ça peut aller très bien. Par contre, le rôle d'une famille SNOP, c'est de pouvoir à un moment donné être capable d'allouer de façon certaine, ou certaines règles, une demande
à des ressources pour qu'on puisse en calculer la charge. Et là où ça se complique, c'est que parfois, et même très souvent, les familles commerciales n'ont rien à voir avec les familles industrielles parce que j'ai lu le cas par exemple d'un business où c'était des tubes, fabriquer des tubes pour les cosmétiques, etc. Eh bien, la façon dont on vend et segmente les besoins et la demande du côté commercial, elle n'a rien à voir avec le besoin du point de vue industriel en termes de technologie, etc. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'en fait, si on gère ceci dans Excel, c'est sûr, c'est perdu, quoi. Chacun va avoir son tableau, c'est impossible. Les outils, eh bien, ils ont cette façon naturelle de pouvoir permettre à chacun d'avoir la même vision d'un plan, mais sous son axe d'analyse propre, ses propres familles, et ça, c'est fondamental. Et autre chose, Nicolas citait l'aspect de l'IBP. Effectivement, c'était la partie finance, ça a toujours été dans l'ADN du SNOP. Sauf que c'est très compliqué d'embarquer les financiers dans le processus, c'est d'où la restriction au SNOP basique, et avoir des outils qui gèrent ce processus, eh bien, c'est permettre d'avoir aussi des indicateurs qui sont standards dans la solution et qui vont permettre de pouvoir aussi avoir la vision volume et la vision financière en parallèle, et donc permettre à chacun et toute l'entreprise d'avoir la même vision. Ça, c'est la première chose, c'est la collaboration, c'est fondamental. Si on n'a pas un outil collaboratif pour réaliser son processus SNOP, c'est déjà foutu. Alors, les deux autres raisons que je vais évoquer, c'est également la robustesse. Alors, je ne vous parle pas du fichier Excel qui devient une usine à gaz. Quand la personne qui en a marre de faire tous les mois son cycle SNOP avec son usine à gaz s'en va ou tombe en burn-out, c'est foutu. Donc la robustesse, c'est important. C'est un outil standard, c'est quelque chose qui peut être maîtrisé par un éditeur, et ça, c'est vraiment important. Et donc, aussi la robustesse, c'est aussi partager les échéances et le workflow que chaque personne qui va collaborer tout au long du processus va devoir réaliser à un moment donné. On l'a vu, hein, le processus, c'est différentes étapes. Il faut que tout ça soit bien coordonné. Et savoir exactement à quel moment chacun doit intervenir, notamment quand on a par exemple des organisations commerciales où on a plus d'une cinquantaine de personnes qui doivent donner leur avis, et en fonction de l'organisation de l'entreprise, ça peut être soit un processus en râteau, un processus plutôt hiérarchisé, ça peut être différentes solutions. Et là, on a un vrai problème si on n'a pas quelque chose qui permet de bien cadencer le processus. Et puis également, le cauchemar du manager SNOP, quand il n'a pas d'outil, c'est l'intégration des données de l'ERP. Et à partir de là, quand je parle de ERP, là, il n'y a pas d'ES. Mais on a des clients qui ont plus de 6 ERP différents. Et des fois, quand c'est le même ERP, c'est parfois pas le même modèle de données. Enfin, voilà, ça devient aussi très compliqué. Donc, la robustesse apportée par un outil pour lequel on va avoir créé des flux d'intégration de données est fondamentale également. Et le dernier point, c'est forcément l'agilité. Nicolas aussi a évoqué le fait que le processus SNOP, on le voit, c'est les différentes étapes, ça s'étale traditionnellement sur un mois. Sauf qu'on connaît tous la situation géopolitique et sanitaire que l'on a traversée. Parfois, un mois, c'est trop long. Sauf que quand on fait ça sous Excel, la plupart du temps, on a des clients, avant de pouvoir mettre en place leur outil, ils mettaient 2 mois à faire le processus. Et encore, ils étaient contents, ils avaient un scénario. Aujourd'hui, c'est juste plus possible. Ça, c'est notre point sur l'agilité. Et l'autre point, c'est des algorithmes. Parce que dans les outils tels que le nôtre, eh bien, on a des algorithmes qui permettent de faire des calculs à plan à capacité finie. Traditionnellement, on dit que le SNOP, on le fait à capacité infinie. Mais à un moment donné, il faut quand même bien que ça puisse passer. Et là, la question se pose de dire, OK, on va faire peut-être de l'anticipation, comme l'a cité Nicolas, peut-être donc de l'anticipation, du stock. Et là, eh bien, si on n'a pas d'algorithme un peu spécialisé, sur lequel on peut avoir une bibliothèque aussi d'algorithmes que l'on peut proposer, qui va permettre, en fonction des situations, d'appliquer certaines stratégies, eh bien là, on va avoir aussi beaucoup de difficultés à mettre en place et à imaginer finalement la réallocation des charges en fonction des
des différentes situations qu'on va avoir, accroissement de demande. D'un seul coup, on a évoqué au café avant de commencer cet événement, eh bien, chacun a eu des effets complètement différents en fonction de son business au cours de la pandémie. Certains, ça a fait ça, d'autres, ça a fait ça. Ça a été vraiment compliqué. Et puis l'autre chose, donc du coup, j'ai parlé du temps pour réaliser des scénarios. Eh bien, quand on doit faire un scénario de bout en bout, eh bien, c'est bien d'en avoir un. Mais quelque part, à un moment donné, il faut pouvoir aussi se dire, oui, mais what if? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a aussi telle chose? Et pouvoir tester plusieurs scénarios en parallèle, les comparer et pouvoir décider ensemble d'un scénario qui va être celui que l'on estime le plus probable, pas le vrai, mais le plus probable et qui obtient un consensus, ça c'est aussi un vrai challenge et ça ne peut être fait que dans des outils. Alors, certains choisissent de dire, ok, on va prendre une boîte à outils, on part d'une page blanche et on va tout construire. Donc on va réinventer la roue. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que ça ne sert à rien. Nous, la roue, on l'a inventée il y a 35 ans. Elle est le fruit de l'enrichissement de toutes les expériences qu'on a eues auprès de tous nos clients dans différents verticaux. Et à partir de là, son axe central, c'est vraiment bien la solution, c'est vraiment le processus SNOP IBP, donc avec toutes les fonctions, tous les indicateurs standards et les processus et les algorithmes qui permettent de vraiment supporter ce processus, mais pas que, je vais y revenir. Et également, comme on voit un exemple ici, c'est un outil qui est donc standard, robuste, documenté, parce que quand on part d'une page blanche avec un outil, eh bien, imaginez juste de se dire, ok, on va essayer de comparer le cash flow généré par un scénario end-to-end entre différents scénarios. Je peux vous dire que les règles de calcul pour trouver ça, eh ben, c'est pas si évident. Nous, l'indicateur, il est standard dans la solution. D'accord ? Donc, seul cet exemple. Et puis, à la fois, donc, c'est des indicateurs standards, mais en même temps, par exemple, vous voyez une page d'accueil d'un planeur et donc d'un demand planner. Il a l'ensemble des indicateurs qui lui sont nécessaires pour comprendre sa situation, des listes d'alertes pour ne pas avoir à retraiter les centaines de familles de produits qu'il a, mais simplement celles sur lesquelles il faut porter attention, une messagerie interne, un workflow qui lui dit ok, on en est où dans le processus, qui a fait quoi, et bien sûr son adhérence au budget, la vision des stocks, exactement tout ce qu'il veut. Donc cet outil, en fait, qu'on a appelé Digital Supply Chain Planning, DSCP, il est intégré, il n'y a pas d'interface entre tous les différents processus, il est intelligent, j'ai cité les algorithmes, j'y reviendrai juste un petit peu après, il est capable de faire des scénarios, de les comparer et de publier scénarios qui donc obtient un consensus, permet de faire de l'aide à la décision, c'est son rôle. Et notamment, on a ajouté aussi une brique d'Advanced Analytics sur la base de ClickSense. Donc, si vous connaissez Power BI, Tableau, etc., c'est exactement le même type de tableau de bord qu'on peut réaliser de façon intégrée à l'outil. Et puis, bien sûr, le pilier fondamental, c'est l'outil de collaboration qui permet de faire en sorte qu'à un moment donné, on n'a pas une messagerie externe qui fait que « Oh, dis donc, est-ce que tu as vu mon mail de 23h30 hier soir ?» Tout ça est dans l'outil et la personne qui se connecte voit tout de suite ce qu'il y a des alertes pour faire avancer le processus. Et pour terminer, donc cette roue, je l'ai dépliée un petit peu ici. Alors vous remarquerez qu'on part dans l'autre sens que par rapport au slide de Nicolas. Le demand planning, dedans, on va avoir tous les outils pour pouvoir faire de la collaboration sur la demande, des algorithmes statistiques, du machine learning, du clustering intelligent. On va avoir donc la partie distribution planning qui va permettre de calculer donc, cette demande contrainte, nette de stock, et également l'allocation sous contrainte en fonction du fait qu'au niveau supply, peut-être on ne sera pas capable de suivre les besoins. Et puis, du côté production planning, on va pouvoir faire aussi des besoins, des calculs de plan pour l'ensemble du processus de fabrication et également, bien sûr, des plans de production, d'approvisionnement optimisés avec de la collaboration à la fois donc, en interne, mais bien sûr en externe. On a des clients qui font des collaborations avec de 120 distributeurs à travers le monde, par exemple. Et puis la même chose, je peux citer Van Cleef & Arpels, qui a fait un témoignage là-dessus, qui fait de la collaboration avec ses fournisseurs de rang 1 et de rang 2. Voilà. Et dernière chose que je voulais citer sur ce slide pour clôturer, c'est que non seulement donc, ceci, on est capable de le faire donc, au niveau planification tactique, le SNOP, mais une chose importante, c'est qu'on parle de collaboration. À un moment donné, quand on a décidé un plan SNOP,
On est au niveau famille, ok. Au niveau opérationnel, comment on fait? Comment on s'aligne? C'est quoi finalement quand on a fait le jeu de Bonneto? Qu'est-ce qui fait qu'on va faire telle référence? Comment on va vraiment transmettre le plan tactique à la partie opérationnelle? Et bien ça, on est capable de le gérer aussi dans l'outil. Cet alignement entre les différents processus est aussi un point fondamental qui est pour moi une des raisons encore supplémentaires. Mais Patrice va vous en dire un peu plus sur les raisons qui sont fondamentales pour mettre en place un outil SNOP. Merci Nicolas et Patrick pour vos exposés. On passera, je pense, aux questions-réponses sur ces parties-là en fin de session. Et maintenant, Patrice, si vous êtes d'accord, et je l'espère, nous allons passer... Vous n'avez pas changé d'avis. Donc, nous allons passer au retour d'expérience et à la mise en œuvre d'un cas concret par rapport aux exposés qui ont été faits. Et on est très intéressé d'avoir votre éclairage sur le vécu et sur les enjeux et challenges pour les prochains mois, prochaines années par rapport à ce processus chez Olotte. D'abord, merci Patrice d'avoir accepté notre invitation pour partager auprès de l'éditoire ici présent et également en ligne ce retour d'expérience. En introduction, déjà, la première question, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le groupe Olotte et quelle est votre fonction au sein de celui-ci? Alors Olotte, déjà bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Olotte, on est une ETI aujourd'hui d'environ 2000 personnes à travers le monde. Notre raison d'être, c'est la sécurité du travail en hauteur. Donc nous sommes apporteurs de solutions de travail en hauteur. Alors le produit en lui-même s'appelle une nacelle, on y fait des tas de choses, on y travaille en tout cas sur tout un tas de corps de métier et notre travail à nous c'est d'en concevoir, je dirais, toutes les variantes possibles et de les distribuer à travers le monde chez nos clients qui sont majoritairement des loueurs. Donc nous sommes environ 2000 personnes, on a 21 filiales de distribution à travers le monde. Une filiale de distribution, elle assure la vente, le service après-vente, les pièces détachées, la formation, etc. Et puis elle anime éventuellement des réseaux de distribution, puisque nous touchons près de 150 pays directement ou indirectement à travers nos réseaux de distribution. Et puis pour donner encore de chiffres, nous avons fait l'année dernière près d'un demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires et nous avons 5 sites de production. On les voit dessinés qui sont avec le petit piquet orange sur les 3 continents, 2 usines en Europe maintenant, une en Chine et une aux États-Unis. Et donc ma fonction, moi je suis directeur des opérations industrielles au sein du comité exécutif. Ça regroupe toutes les fonctions de conception, innovation, R&D, et puis les fonctions supply chain, achat et industriel du groupe, donc les usines également. Merci pour l'invitation. Beau périmètre. Du coup, puisqu'on a parlé des gammes de produits, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur les produits et les services qui sont proposés par Olotte? Alors, effectivement, les produits, je ne vais pas rentrer dans le détail, on a toute une diversité de produits. Les technologies sont diverses et variées en fonction de la nécessité d'emmener plutôt de la charge en hauteur ou bien d'avoir du déport pour accéder à un lieu un peu particulier. Donc on a des technologies ciseaux, télescopiques, flèches, etc., articulées ou flèches droites. Retenez simplement qu'on va de 6 à 43 mètres. Donc quand on est à 43 mètres avec des engins comme ça, il y a 20 et quelques tonnes d'acier dessous qui vous tient en l'air et qui vous sécurise. Donc ce sont des petits engins qui sont automoteurs et qui permettent de travailler vraiment en sécurité, quels que soient les travaux que vous avez à faire en hauteur. Alors, la personne qui est dedans, en général, c'est un artisan, un utilisateur, quelqu'un qui fait une opération, il doit oublier la nacelle. Donc il faut que la nacelle soit vraiment un moyen et qu'elle sache remplir son rôle en étant assez discrète. Et donc notre travail, c'est vraiment de comprendre le besoin de l'utilisateur. Mais comme ce produit est très spécifique en fonction de l'usage, on passe beaucoup à travers un réseau de distribution loueur, en fait, enfin de commercialisation du service à travers les loueurs, qui sont 95%, comme je le disais, de nos ventes directes. Et ils ont besoin évidemment d'un accompagnement pour développer leur offre eux-mêmes vis-à-vis de leurs clients utilisateurs. Et donc c'est pour ça qu'on développe pour eux toute une palette de services complémentaires aux produits à travers du financement et du service. Parce qu'eux ont à gérer des flottes de divers matériels. Il n'y a pas que des nacelles dans leur flotte. Je citais en France, on connaît l'Oxam, Kiloutou, ce sont des grands faiseurs qui ont dans leur catalogue de produits des tas de produits différents. Donc voilà, nous sommes vraiment à leur service pour les aider à développer l'offre
de travail en hauteur sécurisé pour leurs propres clients. Et donc finalement, c'est quoi les expertises, quel est votre métier finalement pour dire ces marchés? Alors on conçoit déjà, donc marketing, innovation, R&D, c'est quelque chose d'important pour nous, donc on conçoit, on assemble dans les usines que je décrivais tout à l'heure, on distribue, on assure le service après-vente. Dans les pays un peu émergents, on l'a fait et puis petit à petit on s'y retire. On fait de la location également, on fait un peu le métier de nos propres clients, mais on le fait lorsque le produit nacelle n'est pas encore tout à fait reconnu. Il faut un certain nombre de conjonctions pour que le produit se développe sécuritaire, réglementaire, etc. Et donc on est appelé, on a encore quelques petites opérations de location, mais on s'y retire dès que le marché se mature. Et puis, je le disais tout à l'heure, la location, principal marché, les clients finaux, 5%, et puis quelques activités militaires, mais qui sont assez marginales au sein de l'entreprise. Et justement, on parle de cette offre de service aux clients. Il y a eu une réflexion autour de cette offre avec un programme qui s'appelle Let's Dare. Vous pouvez nous dire quelques mots dessus? Oui, alors j'y reviendrai également en conclusion. Let's Dare Together, en fait, et qui a aussi, le mot Together reviendra, était un des fondamentaux de notre développement. On vient de la PME, nous étions il n'y a pas si longtemps une petite entreprise. Aujourd'hui on est 2000, mais il y a 15 ans on était 300 ou 400, quelque chose comme ça. Donc on s'est beaucoup développé avec la réglementation du travail en hauteur et notre internationalisation. Et c'est vrai que notre entreprise a grandi et nous avons lancé un grand plan de transformation qui touche à la fois au positionnement de notre offre, au positionnement et à l'accompagnement de toutes les équipes internes à la transition vers laquelle nous allons. Et j'y reviendrai aussi tout à l'heure, mais pour faire simple, on est en train d'électrifier complètement notre offre, de digitaliser l'offre également, et donc le plan de transformation qui est derrière, qui est un plan managérial de changement de notre culture au sens global du groupe, qui doit nous apprendre encore plus à travailler ensemble. Et quand on va parler du process SNOP particulièrement, il y a quelques ressorts sur lesquels je vais revenir. Tout à fait. Justement, donc en transition, on est là ce matin pour parler de ce processus SNOP. Lorsque on s'est rencontrés il y a quelques années, le groupe Olotte disposait déjà d'un processus SNOP. Il était déjà existant avec des rituels, avec des outils, certes Excel, mais qui méritent d'exister. Et finalement, en fait, il semblait plus trop répondre aux enjeux de l'entreprise. Du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, nous expliquer la genèse de ce projet? Alors oui, on est parti de la petite entreprise qu'on était et qui s'est construite finalement avec un process SNOP, on l'appelait déjà comme ça, mais je vais faire simple, c'était vraiment que les chefs à plume qui se réunissaient tous les mois et qui prenaient toutes les décisions. Donc il y avait mon homologue direction commerciale et moi-même, et donc la direction industrielle et commerciale s'entendaient dans le détail de toutes les décisions opérationnelles qu'il fallait prendre à l'échelle de notre entreprise de l'époque. L'entreprise a grandi, l'entreprise s'est internationalisée, l'entreprise a développé son offre, nos filiales petit à petit sont arrivées et se sont développées, et finalement on est arrivé à un constat relativement simple, c'est que nous étions les principaux freins du process. On n'emportait absolument pas l'adhésion des équipes, enfin plus l'adhésion des équipes, il fallait le faire à une période de temps, mais finalement on était finalement dans une période de temps pendant laquelle on cherchait plutôt à faire du tennis, à renvoyer la balle à l'autre, donc l'industrie contre le commerce, et puis au milieu l'arbitre, souvent on prenait aussi bien pour son grade, l'arbitre étant les deux chefs à plume. Donc ça marchait plus. Il n'y avait pas l'adhésion des opérationnels, ceux qui mettent en œuvre le plan de production, ceux qui font remonter la demande commerciale, ils ne se sentaient pas du tout impliqués. Donc on a complètement repensé notre réflexion sur ce process stratégique, vous l'avez dit, et donc on est arrivé tout simplement, à travers le soutien notamment de Sitwell, à réfléchir à ce que nous devions faire. Donc on a fait à peu près le parcours que vous montriez tout à l'heure, Nicolas. D'abord définir quel était notre vrai besoin, vers quoi on voulait aller. Avant de penser à des solutions, on ne pensait pas tout de suite outils. Ça n'a pas été le premier sujet, bien qu'Excel arrivait à ses limites techniques, à travers toute la diversité de produits qu'on avait commencé de rentrer. Mais c'était d'abord une réflexion au niveau organisationnel pour réimpliquer les équipes
opérationnel dans le processus stratégique et dans sa mise en œuvre. Donc on a fait un parcours assez classique de définition de nos besoins, vous nous y avez aidé, et puis ensuite on est arrivé à consulter le marché et tout naturellement la solution d'Inasys nous est apparue comme la bonne à travers ces critères-là et on a démarré notre projet. Donc là on est en 2018, lorsque le projet a été lancé après donc la sélection de l'outil d'Inasys. On a pu lancer ce projet et au lancement, donc il y avait forcément un certain nombre d'objectifs qui avaient été fixés à l'équipe en charge de ce projet. Et du coup, à quels enjeux particuliers est-ce que cette équipe projet devait répondre? Alors, l'enjeu le plus simple, hein, c'est livrer la bonne machine au bon moment au bon client. Hein. On va dire les choses simplement, ça sert à ça. Donc, comme on n'y arrivait pas complètement et qu'on voyait que pour y arriver, on développait des stocks, un peu de partout, parce qu'évidemment on était en retard, on n'avait jamais la bonne configuration au bon endroit dans le monde. Un deuxième objectif est apparu, c'était celui d'optimiser la ressource financière au service de ce grand objectif qui était de servir au mieux nos clients, et donc évidemment à travers les moyens industriels qu'on y mettait, mais aussi la gestion du stock. Ça a d'ailleurs été finalement le principal objectif chiffré, c'était l'optimisation de nos stocks. Je reviendrai tout à l'heure aussi sur la logique de la justesse qui est assez naturelle, c'est-à-dire qu'on veut toujours un processus parfaitement juste, et vous l'avez dit à travers la citation d'Eisenhower, il ne faut vraiment pas la rechercher trop longtemps parce que de toute façon elle n'est jamais atteinte. Donc on a vraiment focalisé sur satisfaire nos clients, optimiser la ressource financière et évidemment derrière l'optimisation de nos stocks. C'était ça le grand objectif. Alors, ce projet, il avait un petit nom en préambule. Je rappelle ici les principes fondateurs du projet. L'objectif, c'était de développer la transparence autour des services pour mettre fin aux silos et aux frontières. Il y avait ce développement de la culture, de l'engagement, de la responsabilisation des différentes fonctions grâce à ce processus. L'envie de se projeter vers le futur. C'est vrai que on parlait du processus SNOP avant le projet. On était sur des décisions très opérationnelles. On regardait finalement le mois prochain, est-ce que mon client va être livré, où en est la machine, il faut faire passer devant. Enfin, c'était très opérationnel et finalement on ratait toutes les notions de tendance et les notions de prospective n'étaient absolument pas abordées. Donc ça a valu aussi quelques dégâts par moment de manque d'anticipation. Donc ça c'était important d'avoir ça en tête. Et bien sûr de développer un langage commun au-delà de la langue, parce qu'évidemment pour un groupe mondial il y a l'anglais, il y a le français, mais aussi sur les termes utilisés. Faut s'entendre sur qu'est-ce qu'un stock, qu'est-ce qu'une demande, c'est quoi une prévision, et tout le monde est d'accord pour dire bah oui, si on sait tous ce que c'est, mais on sait pas forcément on n'a pas tous la même définition. Donc c'est aussi important d'aligner l'ensemble des fonctions sur des mots et un vocabulaire commun afin de se comprendre dans les différentes interactions et les différentes communications. Et donc ce projet, pour fédérer les équipes, il a eu un nom, il s'est appelé Trust. Est-ce que vous pouvez nous l'expliciter? Je crois que tout le monde a à peu près compris la logique. C'est vraiment le cœur du sujet. Hein. C'est un projet d'abord centré sur l'humain, sur la motivation, sur l'engagement. C'est pas un projet data, c'est pas un projet technique, c'est pas un projet informatique. Enfin, on peut trouver tout un tas de qualifications. C'est avant tout un projet de motivation des équipes et de mise en mouvement de ces équipes vers un objectif de satisfaction client. Et donc, effectivement, la logique de confiance qui était perdue à travers ce que j'expliquais tout à l'heure, des process un peu trop top-down qui existaient, était essentiel. Remettre de la confiance, remettre de l'engagement, remettre de la responsabilité, tout ça, évidemment, ensemble. Donc Trust, voilà, les équipes se sont amusées à donner un acronyme à notre projet. Ça a été assez fondateur, on en parle encore, lorsqu'on parle de notre processus, on parle du processus Trust. C'est assez rigolo et finalement, ça lui donne une petite connotation assez sympathique dans l'objectif qu'il a. C'est vrai que le terme était assez fondateur et après, que ce soit côté outils ou même côté conseil, c'est vrai que très souvent, les projets, quand ils ont un déficit de nom, ils prennent le nom de l'entreprise qui les a accompagnés. Donc, Dieu sait que des projets situels, on en a partout dans le monde. Et là, d'avoir et nous, on le souhaite pas, on le cherche pas, parce que ce qu'on veut, c'est avoir une empreinte et un ancrage qui soit vraiment partagé par les acteurs de l'entreprise et que ça leur parle. C'est vrai que le projet Trust, en fait, la définition de l'acronyme, il est venu après. Il y a d'abord eu, on veut appeler le projet Trust. Maintenant, qu'est-ce qu'on met derrière, quoi. C'est revenu comme ça.
Alors pour parler plus précisément du processus SNOP appliqué au contexte LOT, donc là vous retrouvez une déclinaison personnalisée de l'enchaînement qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est ce découpage qu'on a défini ensemble. Sur les premières briques, là sur l'aspect le bleu foncé, l'aspect commercial, est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup quelle est l'organisation qui a été décidée pour capter cette demande, la valider et la challenger? Alors auparavant, c'était très central. On avait une administration des ventes centrale qui passait un petit coup de fil à chaque filiale pour demander à peu près ce qu'elle en pensait de sa mise à jour de sa prévision à 12 mois. Le processus qui a été mis en place ici sur la récolte de la demande non contrainte, maintenant il part de la filiale. Donc il y a vraiment un travail déjà qui commence au niveau de l'administration des ventes de la filiale, qui fait un travail avec ses équipes au niveau du contexte spécifique du marché du pays, de ses clients, de ses négociations, de ses intentions. Et donc il y a vraiment une première animation au niveau du patron de la filiale et de ses équipes et des équipes commerciales. Ensuite, on est organisé, c'est l'organisation spécifique de Holot, par zone. Donc il y a effectivement une deuxième animation managériale qui se fait au niveau de la zone, qui va prendre une responsabilité. On parlait tout à l'heure de responsabilité. Finalement, à travers cet échange avec ses propres filiales, va s'engager à remonter au groupe une demande, non contrainte certes, mais qualifiée sur son périmètre. Et arriver évidemment jusqu'à la consolidation au niveau de la direction commerciale du groupe, qui, elle, va aussi avec les 3 zones, on a 3 zones commerciales, faire cette animation également. Alors, tout ça se passe en l'espace d'une semaine et demie. C'est assez rodé dans le déroulé du mois, mais finalement, on a obtenu, à travers cette première partie du processus, le véritable engagement des équipes commerciales à faire cet exercice-là qu'ils ne considéraient comme pas utile auparavant, puisqu'ils n'étaient jamais livrés sur la base de leurs prévisions. Donc, mais on a finalement réinversé un petit peu le processus en leur donnant l'occasion d'échanger avec le management et d'avoir un échange, je dirais, plutôt business. Et finalement, on en tire une donnée un petit peu plus qualifiée et positive. Donc ces 3 zones qui correspondent globalement aux 3 continents dont on parlait tout à l'heure sur l'aspect industriel, et c'est le même pendant côté commercial. Donc une fois qu'on a cette demande sans contrainte, projetée, qui est proposée et soumise aux opérations à l'industrie, vous prenez le relais, oui. Notamment au travers de ce qu'on appelle la supply review. C'est quoi le genre de questions que vous posez à ce moment-là? Alors, donc j'ai un animateur SNOP qui est dans l'équipe Supply Chain qui effectivement prend cette demande non contrainte et qui fait déjà un premier travail avec les usines de vérification des éventuels impacts qu'il peut y avoir à cette mise à jour de la demande sur 12 mois glissants. Enfin, maintenant on fait 18 mois glissants. Donc voilà, les questions qui sont posées ensuite dans l'exercice de Supply Review qui est fait avec moi, ce sont des questions autour de l'organisation industrielle. Y a-t-il un impact? Doit-on passer en 2/8? Y a-t-il une limitation industrielle quelque part? Et on est dans un horizon qui est vraiment plutôt celui, vous le disiez tout à l'heure, à 2 ou 3 mois c'est joué. Donc c'est plutôt le trimestre plus 1 et les mois à venir. Donc on se pose des questions sur les fournisseurs, l'organisation industrielle et les éventuels stocks. Aussi le positionnement des stocks, que ce soit des stocks composants ou les stocks machines. On évalue si cette mise à jour de la demande a un impact sur nos décisions opérationnelles et s'il va y avoir je dirais des enjeux majeurs. C'est l'étape d'après qui est vraiment la plus importante, c'est le consensus. Tout à fait. Peut-être que je vais vous laisser poser la question. Alors, sans rentrer spécifiquement sur le consensus review, mais ce qui est important aussi en termes de changement par rapport au processus précédent, celui qui a été transformé grâce au projet Trust, c'est aussi la maille de travail qui a été changée. Et c'est vrai que c'est aussi un point important sur cette fameuse réunion de consensus où on se met d'accord. C'est là en fait où tout se fait aujourd'hui. On va en reparler ensuite. Juste quelques mots déjà sur les mailles de travail. On l'a dit dans l'Excel avant, on travaillait à la référence par pays. Enfin, c'était très très détaillé. Finalement, pour obtenir un engagement à la fois suffisant mais néanmoins nécessaire, c'est quoi d'un point de vue produit, d'un point de vue temporel, les mailles que vous avez définies?
Alors ça, c'est Sitwell qui nous a poussé à le faire. Hein. Je vais être très clair. Aucune des équipes chez Olot ne voulait sacrifier le niveau de détail dans lequel elles faisaient soit leurs prévisions, soit leur plan de production. Donc c'était la machine, l'option, la variante, etc. détaillé. Les industriels demandaient même la couleur. Et donc, sur vos conseils, effectivement, il a fallu renoncer, faire cet exercice-là, qui a été une sorte de saut dans le vide. Mais effectivement, on s'est aperçu qu'on allait y gagner en agilité dans la modélisation. Donc effectivement, on a pris un certain nombre de parties qui a été de remonter à la famille. Donc vous voyez tout à l'heure, vous avez vu qu'on avait 6 ou 7 familles à peu près dans les qualifications de nos produits, et on est remonté à ce niveau-là pour réussir finalement à faire des agrégats qui nous permettent de faire les décisions. Et ensuite, quelques règles de gestion, quelques clés de répartition, et on arrivait très très facilement, vous l'avez évoqué également Patrick, à descendre ensuite au produit. Donc finalement, au niveau managérial, au niveau du processus, on a simplifié la donne. Finalement, la donnée est devenue plus simple, hein. Quand on est à la famille, il y a forcément par définition moins de produits. Et ça nous a permis de faire des scénarios, enfin toute la déclinaison ensuite, de manière un peu plus agile. Donc oui, ça a été un vrai sujet, cette partie-là. C'était un vrai sujet. En termes d'animation du processus, oui. Quelle est là où les fonctions clés? Toutes. Avant, il y en avait 2. Maintenant, c'est toutes. Je vais revenir donc sur le consensus et puis je vais répondre à votre question. Le consensus et tout ce qui se passe avant, c'est vraiment aujourd'hui le cœur du dispositif. Avant, tout se passait sur l'étape rouge, là, Executive SNOP. Aujourd'hui, l'étape rouge, on en est amené à se dire que si elle n'existe pas dans le mois, il n'y a rien de grave. D'abord, vous l'avez constaté en venant, elle était très très longue auparavant, elle durait 2h30, 3 heures. Hein. C'était une belle réunion. Aujourd'hui, en une demi-heure, 3/4 d'heure, cette réunion est faite. Mais on n'y prend plus de grandes décisions opérationnelles. On y prend plutôt des grandes tendances et on influence, puisque tout le travail amont a été fait avec les opérationnels qui ont mis en œuvre, grâce à ces outils aujourd'hui qu'on a mis en place avec des SCP et les règles de gestion, finalement les conditions du consensus et les conditions de l'engagement. Donc on a vraiment, on est assez fiers de ça, c'est vraiment l'un des bénéfices importants de ce processus-là, c'est que ça se passe avec l'engagement de tout le monde. Et je dirais qu'ensuite la mise en œuvre, toute la partie décision, implémentation, toute la mise à jour des plans fournisseurs, elle découle plutôt du consensus review que du executive SNOP. Ça, c'était aussi un vrai succès, une réussite d'avoir réussi à décentraliser la décision et là, la faire porter par les équipes plutôt que uniquement par les quelques chefs à plume dont on parlait tout à l'heure. Finalement, puisqu'on parlait de bénéfices, quelles ont été les principales transformations qui ont été opérées dans l'entreprise et quels ont été les bénéfices obtenus? Alors l'outil commun, bien sûr, hein, ça, même si Excel était un outil commun, on avait chacun un fichier Excel, donc c'était pas les mêmes, tout à fait les mêmes outils, les mêmes onglets. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je crois que ces messieurs, vous avez constaté qu'on avait un outil assez compliqué. Donc on a unifié l'outil, on a unifié les vocabulaires, on a unifié la data. On regarde tous la même. Ça change la vie. On n'a pas une interprétation ou une suspicion, donc cette fameuse logique de transparence, finalement, elle a été gagnée parce que tout le monde regarde au même endroit. On a gagné également, c'est relativement simple, hein, mais du temps, parce que les interfaces avec notre outil, nos outils, ERP, outils de prévision également en amont, sont connectés, enfin pas complètement, mais en tout cas on a une majorité des datas un peu rébarbatives, celles qui prennent du temps à saisir ou à downloader, qui sont connectées. Donc on a consacré finalement plus de temps à l'analyse et à la réflexion et à la décision qu'à des tâches un peu techniques. On a également gagné dans la capacité à tenir les plannings. Le mois, finalement, ça se déroule assez vite, surtout des fois, il y a des jours fériés, etc. Donc, alors que c'était un cauchemar quand on avait un mois avec des jours fériés auparavant, puisque c'était calé vraiment à la journée près. Aujourd'hui, on arrive à se soustraire relativement facilement de ces contraintes-là. Il y a une agilité dans les plannings, parce que, comme c'est outillé, finalement, on n'est pas à 24 heures près, ni à 48 heures près pour prendre les décisions. Donc on a gagné un peu de sérénité dans cette boucle mensuelle, qui est quand même une routine qui ne s'arrête jamais et qui amène une certaine pression auprès des équipes. Et puis on a gagné également cette fameuse capacité d'analyse et de scénarisation.
Là, pour le coup, dans le S&OP Meeting, il nous arrive de questionner nos équipes sur des scénarios un peu stratégiques. Tiens, et surtout en ce moment où personne n'ignore que la supply chain du moment est un peu compliquée. Et donc, ça nous amène finalement à faire des hypothèses de scénarios, y compris de rentabilité, de scénarios avec des conséquences sur la rentabilité de l'entreprise. Ça, on ne pouvait pas le faire auparavant. Donc, on arrive à les simuler. Et donc, ça nous permet évidemment de réorienter des choix de production ou des choix d'affectation de priorité client. Et ça, on ne le faisait pas. Donc, c'est vraiment des bénéfices assez majeurs. On se concentre, je dirais, sur la vraie valeur ajoutée du processus, plutôt que d'être dans la technique et de se chercher des excuses sur les réalités du quotidien. Il y a un point intéressant, c'est vrai, quand on parle de ce processus-là, on a beaucoup de nos clients, de contacts, nous disent on ne peut pas faire un S&OP parce que nos prévisions ne sont pas fiables. Est-ce qu'à travers ce processus, vous avez réussi à améliorer vos prévisions? Alors, j'ai aucun conseil à donner, mais en tout cas, je me suis fait le raisonnement suivant, parce que tout est parti finalement, les industriels voulaient enfin des forecasts justes, enfin, et les industriels voulaient enfin une variabilité limitée, enfin une période ferme très très longue, pour pouvoir bien planifier sur des périodes très très longues leur production sans aucune modification. Donc on s'est dit, c'est simple, si jamais on veut absolument une prévision fiable et une capacité industrielle à gérer toutes les variabilités commerciales, il faut embaucher une voyante au niveau commercial et un magicien au niveau de l'industrie. Donc on a décidé de ne pas faire ça. On a décidé de se mettre finalement face à l'évidence qu'un processus S&OP, ça sert à mettre des équipes en mouvement sur leur capacité à s'adapter à la réalité. Et non pas à chercher une justesse. Vous l'avez dit tout à l'heure, un plan, finalement, sa meilleure valeur, c'est d'exister et d'être remis en cause en permanence chaque mois par les boucles que nous faisons. Et les équipes sont finalement engagées à trouver une solution. Aujourd'hui, au quotidien, une filiale qui a trop prévu ou pas assez prévu va appeler une usine en disant « Tiens, par rapport à ma prévision, est-ce que tu peux m'en donner un petit peu plus d'une filiale voisine qui aurait par hasard l'effet inverse ? Ou bien est-ce que tu peux remonter à la zone » Donc il y a un processus d'escalade qui s'est mis en place. Et finalement, c'est ce qu'on cherchait à avoir. C'est l'engagement des équipes pour essayer de résoudre 95% des problèmes, puisque par définition, le plan n'est pas juste, pour qu'au quotidien, pendant la maille du mois, les équipes elles-mêmes trouvent les solutions. C'est pas parfait, mais on a beaucoup progressé sur ce sujet-là. C'est vrai que ça ne faisait pas partie non plus des objectifs fixés sur le projet, on parlait plutôt du service et de la composante financière sur le stock. Sur ces deux aspects-là, est-ce que par contre le résultat a bien été atteint? Alors oui, la période des 2 dernières années sur la ponctualité de livraison à nos clients n'est pas fantastique. Je ne vais pas vous le cacher. On a de l'électronique dans nos machines et l'électronique, de l'acier, il y a des ruptures mondiales assez significatives. Donc on est vraiment dans une période de temps depuis, on va dire, 12-14 mois qui est très très complexe. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de gestion de nos stocks, là on a progressé. On met le bon stock au bon endroit. Ça, c'est sûr qu'on a réussi finalement et lorsque, en plus, quelquefois, on peut avoir cette nécessité d'agilité, on réussit à prendre la décision de laisser le stock sous forme de composants plutôt que de le faire en produit fini. Donc on a aussi maintenant fait la passerelle sur le processus industriel, alors qu'auparavant, on poussait les machines, même s'il n'y avait pas de commande, même si, évidemment, elles n'étaient pas toujours dans la bonne configuration. Donc on a réussi, au niveau du stock global, à l'optimiser et à le doser sur le vrai besoin. Voilà. Après, sur le taux de service client, j'attends un petit peu d'amélioration sur la supply chain mondiale de nos fournisseurs. Très bien. Finalement, si le projet est à refaire, quelles sont les facettes de celui-ci que vous auriez aimé faire différemment ou que les équipes auraient souhaité faire différemment? Le premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de ne pas se tromper d'objectif, c'est-à-dire de bien faire prendre conscience à tout le monde que l'objectif, c'est pas de faire juste, c'est pas d'améliorer le processus au sens de sa justesse, mais c'est de mettre les équipes en mouvement sur de la collaboration. On l'a sous-estimé ce point-là. Finalement, on a un peu sous-estimé le change. Vous l'avez décrit parfaitement tout à l'heure. Ça se joue là. On a eu des peurs. On a eu des gens qui ne voulaient pas changer la granulosité d'approche.
voulaient rester au produit. On avait des équipes qui, effectivement, ne souhaitaient pas, enfin, étaient vraiment les deux pieds sur les freins pour la mise en œuvre du nouveau processus parce qu'on n'a pas accompagné suffisamment les bénéfices qu'elles allaient en tirer. Aujourd'hui, après 2 ans de mise en œuvre, les équipes sont assez unanimes pour dire qu'on a bien fait, mais ce cadrage préalable a été sous-estimé. Voilà. Donc je pense qu'il y a une vraie communication sur les enjeux, vraiment centrés sur l'amélioration du quotidien des équipes d'administration des ventes commerciales, industrielles, supply chain, et même commerciales au sens des commerciaux sur le terrain, puisqu'ils ont y gagné également, enfin, tout le processus a y gagné. Donc on a sous-estimé cette partie-là que nous referions différemment. On parlait des détails, hein, on a perdu du temps et un peu d'argent à vouloir s'obstiner à rester dans le détail. Vous nous avez challengé, merci. Mais voilà, si c'était à refaire, on devrait prendre ces partis pris au départ du projet pour éviter de perdre ce temps-là. Et puis le dernier point, il est très commun à tous les projets, quels qu'ils soient dans l'entreprise, c'est bien de clarifier le rôle et responsabilités de chacun. Et là, en plus, c'était un triptyque, hein, c'était un attelage à 3, l'entreprise, Sitwell et Dynasys. Et voilà, on n'a pas eu une clarification parfaite. Lot n'a pas sans doute mis tout de suite la gouvernance projet idéale. Sur les prises de décision, les déblocages, on n'a pas été parfaitement clair. Et donc, la clarification de qui fait quoi au départ du projet est assez essentielle. Donc voilà, ces 3 points sont quand même assez clés et nous auraient permis sans doute de gagner quelques mois sur la livraison du projet. Alors moi, ce que je retiens quand même aussi, c'est au cours du projet, on a justement modifié ces rôles et responsabilités, on a fait bouger les frontières pour que ça avance. Et comparé à d'autres entreprises, vous avez eu la faculté quand même à décider, à agir, quand même assez notoire. Oui, il faut être agile dans ces moments-là, oui. Alors c'est un des points essentiels également, hein, c'est l'adhésion de la direction générale au projet. Vous ne lancez pas un projet comme ça si vous n'avez pas l'adhésion forte et unanime de la direction générale. Il y a en général des perturbations majeures, il y en a eu. Il faut qu'on se serre les coudes dans ces moments-là, qu'on réagisse, qu'on prenne des décisions. Et donc c'est un point clé. Il ne faut pas partir sur un projet comme ça en sous-estimant son impact dans tous les départements de l'organisation de l'entreprise. C'est vrai que dans la conclusion, vous avez dit aussi ce qui est important, c'est d'aller au bout, parce qu'on se rend compte que finalement, il y a des bénéfices, il y a des gains à apporter. Par contre, il faut avoir un soutien assez important de toute la chaîne hiérarchique. On a dit, si, on y va, on continue d'y croire. Parce que c'est vrai qu'il y a, comme dans tout projet, des moments de découragement qui n'étaient pas forcément évidents. Il y en a eu. C'était important aussi de remettre cette énergie et cet engagement, de dire non, on va au bout, et voilà, en fait, ce qu'on veut obtenir, on veut vraiment l'atteindre. Finalement, quel bilan vous dressez de votre collaboration avec Dynasys, avec Sitwell, le fonctionnement tripartite? C'est là où je dois dire du bien. C'est bien ce que j'avais l'intention de faire. Non, mais il y a eu des hauts et des bas. Ça n'a pas été parfait sous tous les aspects, mais je dirais que chacun, finalement, à la fin, a joué sa partition. Vous l'avez dit, on a réagi lorsqu'on n'avait pas pris les bonnes décisions. Vous nous avez conseillé, vous nous avez challengé. Donc Sitwell a eu ce support que nous n'aurions pas fait parce qu'on voulait plutôt additionner qu'enlever. Hein. Donc ça a été vraiment très très précieux tout au long du projet. Et Dynasys, vous aviez l'expertise, vous nous avez évidemment challengé également. Et puis lorsqu'il y a eu les moments de blocage, vous avez su mettre justement les bonnes personnes pour débloquer les situations. Et ça a été essentiel. On a vu lorsque vous aviez pris en compte vraiment la problématique de blocage dans laquelle on s'est trouvé, hein, comme dans tous les projets. Il y a des moments où on est bloqué. Vous avez su le faire, donc un grand merci pour ça. Donc, les équipes, lorsque on m'a demandé de venir témoigner, j'ai évidemment demandé l'autorisation à toutes les équipes qui y ont participé. Je pense que si j'avais demandé pendant le projet, on m'aurait dit... Mais avec les 12-18 mois qui se sont écoulés aujourd'hui, le bénéfice aujourd'hui qu'on en tire en matière voilà, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai pu dire sur l'engagement et l'efficacité globale de notre processus, on considère qu'aujourd'hui c'est un succès pour l'entreprise. Donc voilà, merci messieurs pour nous avoir aidés à l'accomplir.
Merci pour la clarté de votre exposé en tout cas. Juste pour conclure, est-ce que vous nous éclairez sur finalement les perspectives du groupe Olotte, son activité, sur le demain? Beaucoup de choses. On n'avait pas besoin de la crise Covid ni de la guerre en Ukraine pour challenger un peu plus les équipes. On était vraiment, et nous sommes résolument engagés dans un plan de transformation. Une petite allusion tout à l'heure a été faite. On électrifie toute notre gamme. On a été les premiers à le faire dans notre domaine, donc c'est un vrai changement technologique. Nos machines tout-terrain, qui, je le disais, 43 mètres, sont des grosses machines, tout électrifiées. Donc on a pris en 2018 la décision de ne plus développer de machines à combustion interne. Donc on a une démarche RSE très engagée sur l'électrification de nos machines. On va également sur toute la partie pile à combustible. On est en train de développer des partenariats, notamment avec Bouygues très dernièrement. On est vraiment tourné vers la logique de la transformation de notre offre, sa digitalisation également. Toute la partie objet connecté fait partie intégrante de notre offre. Et puis le programme Let's Dare Together que vous évoquiez, on s'est construit un nouveau siège pour mettre en œuvre notre démarche de transformation. Et pourtant, on est plutôt orienté sur de l'investissement sur nos produits et le développement commercial et industriel. Et là, on a quand même décidé de mettre vraiment de l'argent sur un outil de collaboration pour avoir nos équipes au niveau du siège très engagées dans cette collaboration, je dirais, casser les silos et engager nos équipes ensemble. Donc on est sur ces challenges-là. On est aussi en train d'essayer de sortir de cette crise comme nous tous. Et donc beaucoup de challenges tout à fait passionnants qui engagent toutes les équipes Olotte aujourd'hui au quotidien. Et puis je dirais le savoir-faire français, on tient le drapeau et on essaie de le développer à travers le monde. Donc c'est aussi notre raison d'être. Merci en tout cas. Merci beaucoup Patrice. A-t-on des questions, que ce soit dans la salle ou à distance? Oui, il y a quelques questions à distance. La première a été peut-être pour accompagner, il y a eu quelques éléments de réponse sur la fiabilité des données issues des ventes. Comment les mesurer? Est-ce que vous pouvez peut-être compléter un petit peu les réponses que vous avez déjà apportées? Vous voulez dire des mots? Un mot ou je reparle de la voyante? Bon, sur le sujet de la mesure de la fiabilité, enfin là le sujet est un peu complexe parce qu'à la fois on veut s'assurer qu'à la maille d'une filiale, qui était l'unité de base dans le contexte Olotte notamment, on veut s'assurer que les prévisions de vente soient cohérentes par rapport à un marché, à un business en général, et on a surtout fait challenger la décomposition de ce marché en famille. Surtout ça en fait on regarde habituellement, c'est est-ce que le mix à l'intérieur il est cohérent ou pas, est-ce qu'il y a beaucoup d'évolution ou non, parce que d'un point de vue purement commercial, on peut se dire bah, moi mon chiffre d'affaires, je le tiens, je tiens mon budget commercial, il n'y a pas de souci. Par contre, si à l'intérieur le mix en termes de famille il bouge beaucoup, d'un point de vue industriel, c'est pas du tout la même histoire, on va perdre nos petits. Donc ce qui est mesuré, c'est pas tant la variation générale d'un mois sur l'autre du chiffre d'affaires de l'enveloppe générale, mais c'est aussi la décomposition à l'intérieur en famille qu'on peut faire à la maille de chacune des filiales, mais qui est surtout intéressant d'un point de vue industriel à un niveau mondial. C'est-à-dire que si effectivement, vous disiez très bien Patrice, j'ai une filiale qui a un peu en déficit ou qui a une famille de produits qui tire plus qu'une autre, et à côté j'ai une autre filiale qui fait le chemin inverse, industriellement, ça peut être indolore. Ça peut, parce que parfois, évidemment, il y a des spécificités, des normes spécifiques sur certains pays, des tensions de machines différentes. Enfin, il y a des caractéristiques qui font qu'on ne peut pas forcément facilement passer d'un marché à un autre. En tout cas, ça peut être relativement indolore. Donc, c'est pour ça qu'on va plutôt mesurer les écarts par rapport au plan précédent, plus qu'une fiabilité de prévision en tant que telle. Parce qu'on sait très bien que ça reste une prévision, qu'elle n'est pas fiable. Bien sûr, on mesure néanmoins ce fameux forecast accuracy, est-ce qu'on est fiable ou pas, mais pas tant pour se dire, bah, tiens, on n'est pas bon, c'est surtout de savoir de combien on se trompe, et donc de prendre les décisions en conséquence sur le stock, sur la flexibilité industrielle, pour se dire, bah, on ne sait pas bien prévoir, c'est pas grave. Par contre, en fonction de l'ampleur de l'indécision, on va prendre des actions et des décisions différentes côté industrie. Juste pour compléter, c'est tout à fait ça. Je dirais que
malgré tout, la petite boucle de la demande non contrainte a amélioré le niveau de qualité de la prévision commerciale. Par cette animation locale qui se fait au sein de la filiale dans son pays, par les commerciaux, par le manager de la filiale, finalement, a monté le niveau de précision, même si ce n'était pas le but, comme je l'ai dit, recherché, mais il a monté d'un cran, effectivement. Merci. Est-ce que vous pourriez aussi rappeler la durée totale du projet, Monsieur Métairie, et également expliquer comment vous avez géré les ressources qui ont participé au projet, quels sont les profils dont vous avez eu besoin, et est-ce que en cours de projet vous vous êtes rendu compte de besoins supplémentaires ou d'ajustements dans les équipes? Alors la durée du projet, je vais faire appel à un ami. Alors, on l'a dit, après, c'est dépend est-ce qu'on démarre le projet. Est-ce que c'est l'idée de se dire il faut qu'on s'améliore, qu'on mesure et qu'on soit là où on veut aller. Et ça a déjà pris plus ou moins 1 an. Et ensuite, le lancement officiel du projet, on s'est dit on lance Trust avec Dynasys. Ça, c'était en septembre 2018. Et donc, le projet a duré 18 mois. 18 mois, 2 ans, quelque chose comme ça. Un petit peu plus que prévu. Lié aux aléas. Oui, tout à fait, de tout ce que je viens de dire. Quant aux équipes qui ont été impliquées, les principaux, donc on a eu le supply chain manager, le responsable des opérations commerciales, et puis toute la partie ADV, administration des ventes, de toutes nos filiales. Donc on avait la partie zone, on avait la partie filiale. Donc ça a impliqué, je dirais, à l'échelle du groupe, une quarantaine de personnes à peu près qui ont été impliquées en tant que key user ou en tant que membre direct de l'équipe. Le core team était constitué de 5-6 personnes. Il y avait évidemment toute une représentation de l'ITS qui était essentielle. D'ailleurs, on a terminé le projet avec un triple sponsoring entre la partie commerciale, la partie industrielle et la partie IT, qui a donné du sens finalement à la résolution de tous les problèmes. Ça, on s'est rendu compte d'ailleurs que ça nous a permis de trouver plein de solutions beaucoup plus rapidement. Avoir le patron de l'IT avec ses 2 homologues au même, je dirais, même niveau de sponsoring. Voilà. Et puis au gré du projet, oui, il y a eu quelques changements, puisque tout au départ, on avait un chef de projet, ensuite il n'y en a plus eu, ensuite il y en a eu de nouveaux, il y en a eu 2. Donc bon, c'était un projet vivant, je dirais. Donc il y a eu des évolutions diverses et variées. Mais la core team des opérationnels de filiales et d'usines, eux, ont été permanents sur toute la durée du projet. Merci. Est-ce que dans notre auditoire, vous avez des questions? On a le temps. Alors, bonjour à tous. J'aurais voulu savoir quel a été l'argument ou les arguments déclencheurs de changer la maille temps et la maille item, enfin article, famille, etc. Confiance. Non, l'élément déclencheur, je pense que ça a plus été sous forme de contrainte. C'est-à-dire que les équipes se rendaient compte que ce qu'on voulait développer dans la solution devenait tellement complexe que ça a été par l'absurde. Donc on s'est rendu compte que finalement on allait monter quelque chose qui allait coûter très très cher, être très compliqué à maintenir. On se demandait même si les scénarios qu'on allait faire allaient être pertinents, de descendre au niveau du détail de chaque machine. Et je répète, par les conseils avisés de Sitwell, finalement, par les arguments qui nous ont mis sous les yeux, je dirais, on s'est rendu à cette évidence-là. Donc voilà, il y a eu une conviction d'équipe à construire. Ça n'a pas été immédiat, mais finalement, ça s'est fait au fur et à mesure du projet. Ça ne s'est pas fait au départ. C'est-à-dire qu'au départ, le renoncement du niveau de détail n'était pas tout à fait fait. En tout cas, il n'y avait pas une adhésion générale sur le sujet. Certains disaient oui, effectivement, c'est malin. Alors après, pour faciliter ça, nous, on a fait du coup des analyses du portefeuille de produits pour dire, vous voyez, telle famille, en fait, c'est ultra stable, vous embêtez pas à aller dans le détail, plus vous serez détaillé, plus vous serez faux. Alors finalement, garder la maille de la famille, c'est encore ce qu'il y a de plus facile à manipuler et le plus fiable. Donc on a fait des analyses chiffrées. Après, évidemment, ça marche pour certaines familles, mais pas pour toutes. Donc, il a fallu aussi faire des D'ailleurs, on s'est rendu compte qu'on avait certaines familles qui n'avaient aucune variabilité, alors qu'on pensait qu'elles en avaient énormément. Et par cette analyse, on s'est dit, ah oui, effectivement, la famille, ça suffit à l'intérieur, finalement. C'est très, très...
Voilà, c'était relativement stable. Donc voilà, ça a été une somme de choses qui ont fait converger vers la solution. Et du coup, quand vous êtes passé sur une maille, donc du coup famille, est-ce que vous avez mis en place des macro-gammes ou des choses comme ça au niveau de la capa, ou vous explosez, on va dire, la maille famille sur des SKU quelque part? En fait, on avait déjà une architecture produit, famille qui existe dans nos documentations commerciales. Donc on n'a pas créé, on a simplement utilisé des intermédiaires, des agrégats intermédiaires dans l'outil finalement et dans l'outil de simulation. Après, de toute façon, c'est par rapport à l'outil décisionnel, par rapport au processus SNOP. Par contre, dans sa déclinaison opérationnelle, dans la phase aval, ça descend évidemment au produit, à la pièce, au fournisseur, à la référence. Donc de toute façon, ensuite, c'est par des règles de gestion qu'on a implémentées que finalement on fait la passerelle entre la décision au niveau de la famille et la mise en action opérationnelle au niveau de la pièce et du détail. Pour répondre exactement à la question, il me semble que, je pense que c'était un bon donné après, mais à un moment donné, on a pris justement un article, un SKU fictif, fantôme, qui justement portait la complexité de la famille. Et c'est celui-là qu'on a mis dans la mécanique. Ouais. Et pour compléter, en fait, par rapport à ces remarques, en fait, c'est là où on s'aperçoit du bénéfice d'un attelage avec un cabinet de conseil, parce que vous imaginez bien que quand on arrive à des problématiques où on se rend compte que la solution commence à devenir complexe, parfois, si on est tout seul en tant qu'éditeur, on va nous taxer de dire bah non, vous voulez relever le niveau d'agrégation parce que votre outil a un problème, etc. Le fait d'avoir un cabinet de conseil qui amène aussi son expérience permet aussi de mesurer et d'apporter justement ce conseil pour éviter ce genre de discussion, parce que le cas d'Olot, sur plein de projets, on l'a eu. Il faut savoir que nous, on a environ 30% des projets qui viennent via les cabinets de conseil, donc que les clients sont déjà accompagnés par les cabinets de conseil, ça veut dire qu'il y a 70% qui ne le sont pas. Et souvent, en fait, on s'aperçoit que à la fin du projet, la phase suivante, c'est de simplifier le processus qu'on a mis en place dans la solution, parce qu'à un moment donné, on veut que, en tant qu'éditeur, on veut que le projet aboutisse à un moment donné. Et à la fin, eh bien, le client fait le constat qui a été fait durant le projet là, mais qui aurait pu être fait un peu trop tard, de dire bah non, il faut bien relever le niveau d'agrégation pour arriver à quelque chose qui soit fiable et partagé. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, peut-être? Merci. Vous avez parlé d'un projet centré sur l'humain. Comment est-ce que vous avez mis en mouvement vos équipes? Comment vous les avez fait adhérer? Quels sont les leviers que vous avez utilisés pour les embarquer avec vous dans cette vision-là? À quel moment vous les avez embarqués et de quelle manière? C'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, je pense qu'il y avait d'abord l'impérieuse nécessité de changer, qui faisait que le quotidien de ces équipes-là devenait compliqué. Je le disais tout à l'heure, on n'avait pas les bonnes machines au bon endroit, au bon moment, et tout le monde se cherchait un peu des excuses, donc c'était quand même assez douloureux. On ne vivait pas des moments très faciles sur un enjeu stratégique de servir nos clients et d'optimiser la ressource du groupe. Donc on avait quand même une conscience très forte qu'il fallait bouger. On n'avait pas tous le même chemin dans l'esprit, donc la conscience était là. Donc du moment qu'on a déjà la conscience qu'il faut bouger, on n'a pas eu besoin de motiver le mouvement. On a eu plus besoin, si vous voulez, d'aligner sur les principes vers quoi il fallait aller. Mais le mouvement était déjà lancé, on était dans le lancement également du plan stratégique, on avait cette dynamique de transformation de l'entreprise. Donc si vous voulez, dans le contexte spécifique d'Olot, je pense qu'on n'a pas eu ce questionnement du départ. C'est par contre, effectivement, à travers tout ce qui a été dit, le pré-cadrage et donc les louvoiements qu'on a eus pendant le début du projet auraient pu être un petit peu plus cadrés, un peu mieux faits, pour éviter, ou je dirais, des choses qui sont arrivées au fur et à mesure du projet. Mais nos équipes ont été assez vite motivées. Il y a eu un stop à un moment donné de projet qui a fait tomber un peu la motivation parce qu'on n'y arrivait pas, il y a eu un peu de temps, je ne sais plus d'ailleurs quelle a été la raison. On a ralenti le projet pendant quelques mois, je
crois que c'était la gouvernance qui nous pose un problème, on avait perdu un chef de projet. On avait perdu quelques équipes, donc il a fallu refaire une redynamique de lancement. Mais voilà, c'était quand même assez ancré dans les esprits qu'il fallait qu'on bouge et qu'on change. Pour donner quelques exemples, le fameux kick-off du projet qu'on a fait à l'automne 2018, donc il y avait la quarantaine de personnes les plus impactées étaient présentes, c'était ici à Lyon, et pendant un jour et demi, on a fait un séminaire pour justement leur rappeler les objectifs, comment ça allait se passer, les remettre à niveau sur le processus qu'on attendait d'eux, etc. Donc, la première pierre était bien posée, mais après c'est vrai qu'il a fallu s'assurer que tout le monde maintienne ce cap-là. C'est pour ça que les différents outils qu'on a utilisés ont permis de s'assurer déjà du niveau d'adhésion au projet. C'est sûr qu'on n'en perde pas, donc avec des communications ciblées pour certaines fonctions, pour certains pays qui étaient en train de dériver, donc il a fallu les conserver comme ça. Et en termes de communication, on a aussi fait monter la pression, justement d'appuyer sur le bouton à la fin avec un rappel régulier, tous les mois, toutes les semaines, puis tous les jours pour dire voilà ce qui va changer, voilà ce qui va changer, et boum, c'est parti. On a aussi mis sous pression les équipes pour susciter un peu d'attente, et ça c'est important. Par contre l'attente, faut pas se planter après, quoi. C'est une fois qu'on a on a mis dans les souhaits des annotateurs, ça va être bien, ça va changer et tout, et si on respecte pas le délai en tant que tel, c'est un peu dommage. Si on rate une occasion de bien faire, on n'aura jamais la première occasion. Et c'était ma deuxième question, c'est effectivement, j'ai entendu projet, donc 18 mois à 2 ans et septembre 2018, donc ça nous amène à 2020, donc vous êtes globalement opérationnel depuis 2 ans avec ce nouveau mode de fonctionnement. Est-ce que vous avez vécu à un moment donné des creux d'engagement des équipes? Parce qu'au départ, on a souvent tendance à... C'est un peu le monde des bisounours, c'est beau, c'est nouveau, etc. Donc tout le monde est à bloc dedans. Et il y a une sorte d'épuisement qui peut se créer parfois. Est-ce que vous l'avez vécu? Et si oui, comment vous avez relancé la dynamique? Comment vous avez... En fait, on est malheureusement par l'actualité dans une situation particulière. Les premières boucles SNOP dans la nouvelle solution se sont faites, vous l'avez dit, déjà dans une période un petit peu particulière, mais on repartait. 2020, voilà, c'était une année un peu particulière. C'est vrai qu'aujourd'hui, les éventuelles questions qui sont posées, qui se posent à travers le réseau, sont plus liées à la conjoncture qu'au processus et à l'outil en lui-même. Aujourd'hui, nous avons un portefeuille de commandes très significatif, une vision très, très importante, parce qu'on est dans un marché très dynamique, et on est plutôt, un peu comme pas mal de constructeurs aujourd'hui, en train de courir derrière en termes de production. Donc si vous voulez, la problématique, elle est plutôt liée à ça, à cette conjoncture-là, qu'à un véritable retour d'expérience de la solution. On a vu au départ les 5-6 books qu'on a pu faire avant qu'on ait de plus graves problèmes supply chain, que ça démarrait plutôt très très bien. Je reviendrai témoigner dans quelques mois, lorsque la supply chain aura repris raison, pour voir si effectivement le syndrome que vous évoquez se produit ou pas. Voilà, la situation étant ce qu'elle est, un petit peu dans une situation un peu particulière. Merci beaucoup. Marianne, nous avons eu d'autres questions sur le chat. Oui, il y a beaucoup de questions. Alors, je ne suis pas sûre qu'on puisse toutes les traiter, donc j'en sélectionne quelques-unes. Il y a une question de dire, est-ce que ça n'a pas été trop compliqué de comprendre techniquement les outils proposés par l'éditeur, puisqu'il a été évoqué des questions d'algorithme, il y a peut-être un peu d'intelligence artificielle, donc peut-être des précisions sur l'appréhension technique des outils. Alors je vais commencer, puis je laisserai ces messieurs répondre plus en détail. On est en front office, les utilisateurs ne voient pas, je dirais, sur les 40 ou 50 personnes qui utilisent l'outil au quotidien, pour eux c'est un outil d'aide à la décision. Je vais caricaturer, mais c'est excellent mieux. Hein. Donc non, il n'y a pas de questionnement sur la complexité de l'outil. Pendant le design, pendant les choix, pendant le projet, bien sûr qu'il y a eu des vraies questions qui ont été challengées par l'éditeur et par les équipes, et là je ne saurais absolument pas y répondre. Mais en tout cas, l'outil aujourd'hui est suffisamment simple pour que les décideurs du processus finalement ne nous fassent absolument pas remonter la moindre
complexité. L'outil s'est fait oublier aujourd'hui. On parle plutôt de ce qu'il apporte et ce à quoi il sert que l'outil en lui-même et ses éventuelles spécificités techniques. Donc je pense que c'est un des objectifs plutôt positifs de tout le projet. Exactement, c'est clairement l'objectif de notre outil. C'est un outil à la base qui a été créé par des planificateurs pour les planificateurs. Et bien sûr, nous, en tant qu'éditeurs, on est obligé et on souhaite accompagner, bien sûr, toutes les nouvelles technologies. Effectivement, le machine learning est au centre de beaucoup de discussions et il y a un peu de fantasme parfois autour de ça, bien entendu. Mais encore une fois, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'utiliser ces technologies pour en faire quelque chose qui soit utilisable par les planificateurs qui ne sont pas forcément des data scientists, qui ne sont pas des bac plus 5 avec des agrégés en statistiques. Notre outil il est fait pour que les utilisateurs puissent l'utiliser et se focaliser sur leur business plutôt que de se poser la question après sur les algorithmes. Bien sûr, après, il y a tout le challenge du paramétrage, parce que tout est là en fait. Hein, c'est de pouvoir maintenir et avoir les bonnes alertes sur les paramétrages et savoir faire évoluer l'outil en fonction de l'entreprise, tout simplement. Ça, c'est un point important. Dans les étapes du projet, il y a forcément l'étape de validation, de test de la solution. Et c'est vrai qu'on a affaire à des opérationnels qui connaissent leur métier sur le bout des doigts, ils savent exactement quoi attendre avec une donnée d'entrée. Et donc, en fait, c'est cette validation-là. Si je mets ça, je m'attends à avoir ça en sortie. Si c'est pas le cas, on va pas creuser sur quel est l'algorithme pour qu'on dira ça fait pas le bon résultat. Alors, c'est vrai que parfois, il y a un peu de dialogue de son, on dit c'est bon, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas exactement? Il n'y a rien qui marche. Très bien. Donc, il faut forcément creuser un peu, dénouer le vrai du faux. Mais la finalité, elle est là. Je m'attends à avoir tel résultat, je ne l'ai pas, c'est donc qu'il y a un souci. Donc, on se cale. Et très souvent, c'est pas un souci d'algorithme. C'est juste que c'est une incompréhension, une malcompréhension des données d'entrée, du paramètre. Mais attention, j'avais pas compris ça, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. En fait, la très large majorité des cas, c'était pas un sujet d'outil, mais plus une compréhension des tenants aboutissants, des paramètres, des leviers à activer pour obtenir un résultat donné. Donc ça fait aussi partie de la conduite du changement, de la formation, de l'appropriation de l'outil et de la confiance qu'ont maintenant les équipes. Maintenant, je sais ce que je fais, pourquoi je le fais, et j'ai le résultat que j'attends. Donc maintenant, en fait, dans n'importe quel cas, j'aurai confiance sur le résultat fourni. Ce qui a été très bien fait aussi dans le cadre de ce projet, c'est la phase de test qui a été assez conséquente, contrairement à d'autres projets, et ça a contribué au transfert de compétences des équipes holotes. Ils ont compris la manière dont l'outil réagissait et ils sont en parfaite autonomie maintenant sur l'évolution de cet outil, la création de nouveaux écrans, d'indicateurs complémentaires sans avoir à faire intervenir nos équipes. Et ça, c'est un succès aussi pour nous en tant qu'éditeurs parce que le client s'est approprié pleinement la solution. Encore une petite question. Est-ce que vous avez prévu d'aller plus loin et de confier plus de tâches à Dynasys comme le PDP? Pas tout de suite. Désolé, messieurs. Non, en fait, on s'est beaucoup questionné sur la gestion des stocks. Toute la partie gestion des stocks, optimisation, simulation autour des stocks. Ça sera peut-être une des questions qu'on va se reposer dans quelques mois. Comme je vous l'ai dit, on est les deux pieds, les deux mains aujourd'hui dans une situation particulière, donc on essaie de la gérer au mieux. Et donc on ne s'est pas remis en perspective. Il y a aussi toute une déclinaison, sans doute, qu'on aimerait affiner sur toute la partie mise en œuvre opérationnelle du plan de production, au niveau calcul des besoins auprès des fournisseurs, etc. Donc on aimerait affiner aussi cette partie-là. On sait qu'on a des choses à aller explorer là, mais là pour l'instant on est plutôt sur d'autres projets de transfo dans l'entreprise, donc on a mis en stand-by, on va digérer, on va essayer d'avoir ces retours que vous évoquiez tout à l'heure pour voir s'il y a des effets de maturité à accompagner, mais sans l'ombre d'un doute, on se remettra en mouvement d'ici quelques mois ou années. Alors, il y a encore une question sur le webinaire à distance, peut-être un peu vaste, mais on a un petit peu de temps pour la traiter. Alors, je la transmets. Vous voyez qui répond. Comment gérez-vous l'articulation de la planification opérationnelle court terme avec la planification long terme au niveau produit famille, maille temporelle?
Alors là, C'est je pense qu'elle est pour moi. Remercie-moi, Nicolas, merci. Je pense qu'elle est pour moi, celle-là. Alors, le sujet est évidemment vaste. Pour reprendre la photo qu'on avait tout à l'heure là, sur les différentes mailles de planification, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que certes, il y a un principe de cadre. C'est-à-dire que l'étage du dessus cadre l'étage du dessous. Donc le SNOP va cadrer les plans de production. Le PDP, le NPS, il y a un sujet de cadre du haut vers le bas. Et ce qui est important, et ce qu'on oublie en fait régulièrement, c'est qu'il y a une boucle retour qui dit, ben voilà en fait comment s'est réalisé le plan, et est-ce que finalement les hypothèses que j'ai prises à un niveau plus agrégé, plus macro, sont toujours bonnes ou pas. Donc il y a cette boucle de rétroaction où on prévoit un plan, on le réalise, on voit ben, finalement est-ce que ça s'est réalisé comme prévu ou non. Est-ce qu'il y a forcément des aléas, mais est-ce que ce sont des aléas qui sont liés à un niveau de détail, on l'accepte, ou est-ce que c'est lié en fait à un défaut d'hypothèse qu'on a pris à un niveau plus agrégé. Donc c'est là où on est capable ensuite, grâce à cette boucle retour, de corriger le tir. En fait, non, ce qu'on avait estimé comme étant négligeable ne l'est peut-être pas. On avait pris des hypothèses qui n'étaient peut-être pas les bonnes. Donc il y a cette rétroaction qu'il ne faut pas négliger. Qui est purement humaine, hein. C'est un effort de dire tiens, finalement je compare entre ce qui était réalisé par rapport à ce qui était prévu, au-delà de l'indicateur, pour dire finalement en fait c'est quoi les causes d'écart entre les deux, et est-ce que je dois corriger le tir à la couche du dessus, parce que si je le fais pas, à force on va avoir deux plans qui vont dériver et on va de nouveau avoir comme avant, j'ai un SNOP qui fait ce qu'il veut et un PDP qui s'en fout complètement et qui fait autre chose. Donc déjà, ça c'est uniquement à la maille production. Imaginez un peu à la maille commerciale. Les commerciaux disent tiens, on s'est mis d'accord au niveau du SNOP sur un plan. En fait, l'usine fait autre chose. Donc là, on va avoir un dérapage absolument pas contrôlé et puis tout le monde va abandonner le sujet. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Donc c'est cette notion de cascade qui est vraiment essentielle, qui permet de se dire est-ce que je suis toujours dans le vrai, et en fait, c'est un processus dynamique. C'est même les paramètres qu'on a pu définir à un moment donné. Donc, je disais tout à l'heure en introduction que c'était les fondements et les bases même du processus. Par contre, il faut se dire parfois, il faut les adapter. Il y a des contextes qui font que faut aussi renoncer, alléger, ou au contraire aller plus loin, approfondir. On a fait l'exercice avec le groupe Polote de bâtir ces différentes familles en disant il n'y aura pas de souci. Parce que s'il y a un souci, du coup, il faut peut-être parfois faire un zoom particulier sur un modèle, un composant, ça arrive, sur des caractéristiques particulières où il faut parfois faire fi de tous nos principes. Maintenant, en fait, là, il faut qu'on ait un focus particulier. Et c'est toute l'agilité qui est nécessaire au niveau intellectuel, au niveau des équipes, et qu'on demande également aux outils. C'est bien beau de raisonner à la famille. Si là, j'ai besoin d'être plus fin, comment je fais ? Donc ça, c'est... Mais vous aujourd'hui, pour compléter, aujourd'hui, le contexte étant ce qu'il est, on fait des raisonnements entre nos productions en Chine, nos productions en Europe. Vous connaissez le contexte, hein, les lockdowns qu'on a eu en Chine nous ont bloqué notre usine pendant quelques semaines. On a refait des scénarios sur nos forecasts et l'outil nous a vraiment aidé. Hein, donc on est vraiment dans le SNOP Executive Meeting à imaginer des scénarios à moyen terme, mais qui n'étaient pas du tout dimensionnés dans la solution au départ. On ne s'était pas imaginé qu'on allait les simuler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois des équipes autonomes. Je reprends ce que vous avez dit, elles sont autonomes. Enfin, je vois bien qu'elles ne demandent pas immédiatement à l'ITS tout de suite de modifier quelque chose pour faire un scénario lorsque le management le demande. Et effectivement, le niveau de réponse aujourd'hui qu'on attend face à non plus une situation particulière est tout à fait satisfaisant. Donc, je vois qu'il y a une vraie agilité, une appropriation d'abord de l'outil des équipes et une agilité dans notre manière aujourd'hui d'appréhender le processus de décision. Donc voilà, il y aura sans doute des améliorations à faire. Je sais qu'on a des réflexions sur certains articles directeurs qu'on aimerait rajouter, mais bon, c'est pour le futur ça. Et pour compléter également, c'est vrai sur cette notion d'alignement des différents niveaux de planification, c'est vrai que ce qui ressort souvent en filigrane, c'est que naturellement, les gens vont vers le détail. Ils veulent pouvoir avoir, parce que c'est de court terme, finalement, c'est tous les problèmes qu'ils ont. En fait, ils considèrent que c'est maintenant qu'il faut les gérer. Sauf que, bien entendu, et c'est, je pense, un écueil souvent pour lancer un processus SNOP, c'est que on n'arrive pas à comprendre parfois que, effectivement, ce niveau d'agrégation, de pouvoir d'anticipation à un niveau plus agrégé, finalement,
par ces faits de boucle que vient d'expliquer Nicolas, on arrive à un moment donné à bien aligner que finalement, l'étape d'exécution reste, bien sûr, avec forcément quelques aléas, mais pas des aléas qui sont liés à des mauvaises décisions ou pas de décisions qu'on a prises suffisamment tôt, mais uniquement les aléas qui, bien sûr, vont toujours arriver sur un manque d'un composant ou la casse d'une machine ou un outil. Et c'est ça qu'il faut arriver à bien faire comprendre finalement par rapport au bénéfice du processus SNOP globalement. C'est que finalement, ce processus de décision à un niveau agrégé, il permet de simplifier, et c'est ce qui a été dit aussi à un moment donné, de simplifier, de pacifier les échanges, la collaboration à tous les niveaux, à la fois en transversal et au niveau horizontal. Il ne faut pas oublier, il y a un gros mot, hein, c'est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire qu'il faut prendre la bonne décision à la bonne maille au bon moment pour la bonne personne. Donc il y a des décisions qui se prennent au niveau SNOP, parce que c'est le moment de le faire, et d'autres, en fait, il ne faut surtout pas les prendre, il faut attendre l'exécution pour le faire. Et à l'inverse, il y a des décisions où c'est trop tard, en fait, de faire ça sur une maille de détail trop fine ou à trop court terme, c'est trop tard, on n'a pas la bonne vision, on n'a pas une vision d'ensemble. Et c'est pas simple, en fait, d'avoir cette vision au début d'un projet, de dire, mais en fait, quelle décision je dois prendre quand? Alors, il y a des sujets évidents sur les capacités industrielles. On sait, rajouter une équipe, ça prend tant de temps, tant de semaines, tant de mois. Juste rajouter un poste samedi matin, c'est sur un délai d'une semaine, etc. Donc on connaît quelques leviers, mais avoir cette vision d'ensemble, la mécanique générale, comment ça va marcher, ce qu'il faut décider quand, c'est pas si évident que ça, quoi. Donc ça demande aussi, c'est un peu un essai-erreur. On peut avoir une première idée qui est fausse et qu'il faut réajuster. Donc il y a aussi l'agilité dans le projet, au-delà de l'agilité aussi opérationnelle. Ok, vous avez encore une question dans la salle? Allez-y. On a parlé du niveau d'agrégat, notamment sur la partie prévision des ventes. On en a parlé aussi sur la partie regroupement de lignes de production par rapport à des gammes ou des macro-gammes, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Vous avez décliné le process tout à l'heure jusqu'à la partie achat, approvisionnement. Comment est-ce que vous l'avez piloté chez Olotte? Est-ce que vous avez identifié des matières critiques ou des produits critiques sur lesquels vous portez une attention particulière dans la supply review, consensus review? Ou est-ce que vous regroupez, ou est-ce que vous l'intégrez déjà? Parce que c'est souvent une partie qu'on intègre dans un deuxième temps, ou plus ou moins facilement. Donc, comment est-ce que vous gérez ce pilotage-là? Alors, c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on le fait à marche forcée, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on a quelques dizaines de composants critiques qui nous ralentissent nos productions. Des puces électroniques, quelques matières très particulières, donc celles-ci elles sont suivies très spécifiquement mais complètement en dehors de l'outil, hein. Donc elles sont de toute façon dimensionnantes sur le capacitaire. Et il n'y a pas besoin de faire une grande simulation en ce moment, puisque c'est relativement malheureusement simple. On est contingenté par rapport à ça. Mais effectivement, on sait qu'on va aller vers quelques optimisations de l'outil dans les mois ou années qui viennent sur la modélisation de certaines contraintes que nous connaissons de notre réseau fournisseur ou industriel qu'on utilisera dans la solution. Aujourd'hui, on n'a pas complètement utilisé toute la capacité de l'outil pour le faire. Mais la situation est tellement démesurée que on n'en a pas un besoin immédiat. Merci. Peut-être avant de conclure, je tenais à remercier les gens qui ont participé à distance, qui ont peut-être encore des questions, qui auront la capacité de nous les poser par mail, puisqu'ils vont recevoir l'ensemble des documents qui ont été présentés avec les coordonnées des équipes Sitwell et d'Inasys. Donc bien évidemment, n'hésitez pas pour ceux qui sont à distance de nous solliciter et on répondra avec plaisir. Je tenais également à remercier les personnes qui ont fait le déplacement à Lyon. Merci de votre présence, de l'interaction que l'on a eue. Et puis bien évidemment, les trois orateurs qui ont brillamment exposé le sujet SNOP avec Patrick, Nicolas et Patrice. Merci beaucoup de votre participation une nouvelle fois. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à très bientôt. Juste un dernier mot. Donc le support vous sera transmis. Vous aurez aussi accès au replay de ce webinaire. Par ailleurs, pour ceux qui sont à distance, vous allez recevoir également un petit questionnaire de satisfaction pour s'assurer que ça a bien répondu à vos attentes et quelles seraient les améliorations à apporter. Même chose ici dans la salle, vous avez aussi un questionnaire analogue que vous pouvez remplir. Et bien sûr, nous restons à votre disposition. Merci à tous.